Dans un monde incertain, le Bitcoin amène beaucoup de certitudes, mais l'argent que vous avez sur votre banque, c'est pas un actif, c'est un passif. L'État a toujours dit on vous garantit votre futur, parce qu'on a un système de retraite par répartition. Depuis la création de l'euro, donc en 2002, 1 euro a perdu plus de 50% de son pouvoir d'achat. Violent. Va dire à ton banquier, j'ai 30 millions finalement, aujourd'hui je sens que je vous fais pas trop confiance, je vais tout sortir. On gagne de l'argent, c'est bien. La deuxième question, c'est une fois qu'on en gagne, comment on le protège. BlackRock et Fidelity par exemple, eux commencent à recommander qu'il faut mettre de 1 à 3%. On est passé de 0 à 300 millions de personnes qui ont compris que le Bitcoin c'est un vrai sujet, c'est pas... Donc vos 650 euros, ils se transforment en, on va dire, allez, 1200 euros. C'est ouf. Jusqu'où va aller le prix du Bitcoin? Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler Bitcoin. Et pour ça on reçoit le numéro 1 de l'épargne en Bitcoin en France, qui a comme mission de démocratiser l'accès au Bitcoin et qui a aidé plus de 200 000 Français à accéder à cet actif et à épargner en Bitcoin. Merci beaucoup Alexandre d'être là. Avec plaisir, merci à toi pour l'invitation. Très content de te recevoir parce que on parle beaucoup Bitcoin avec l'équipe et ils m'ont toujours pas suivi parce qu'ils investissent pas encore en Bitcoin. On va devoir les convaincre, ça va être le but. On avait fait un épisode sur Tesla, qui est un autre actif assez intéressant, et ils ont été convaincus et ils ont été convertis. Mais moi, Bitcoin, je suis encore beaucoup plus bullish sur Bitcoin. Et donc, première question, jusqu'où va aller le prix du Bitcoin? Selon toi, selon Alexandre? C'est la réponse contournée, je vais donner, parce que je peux pas faire la boule de cristal. Mais dans ta tête à toi, tu cibles quoi comme chiffre dans ta tête? To the moon, comme diraient certains. Non, mais ce qui est intéressant d'expliquer, c'est pourquoi. C'est que le prix du Bitcoin, il est déterminé par l'offre et la demande. Comme tout. Et la caractéristique importante et intéressante du Bitcoin, c'est que c'est le seul actif aujourd'hui qui a une quantité limitée, de manière absolue, puisqu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin. C'est le fameux chiffre dont tout le monde entend parler. Et donc, quand tu as une quantité limitée, donc une offre fixe, et une demande qui ne peut être que croissante, enfin qui est croissante par rapport à tous ces atouts dont on va certainement parler, et ben c'est ce qui fait qu'on a un prix qui est passé de 0 quand le Bitcoin a été créé à aujourd'hui plus de 100 000 $, et donc il ne serait amené qu'à augmenter dans le temps, sur un horizon de temps long. Donc où va terminer le Bitcoin? Plus haut. C'est ça la réponse. Donc tu dis pas 250 000, tu dis pas 1 million. Bah voilà, après il y a les boules de cristal. Est-ce que ça va être 200 000 cette année, 250 000 Pas cette année. Voilà. Est-ce qu'il y a des mathématiques ou une rationnelle qui dit Bitcoin 1 million? C'est quoi la mathématique? Après il y a des modèles, effectivement. Moi j'en donne un qui est le plus parlant à tout le monde. C'est on parle souvent du Bitcoin comme une comparaison à l'or. On parle d'or digital par rapport notamment à cette caractéristique-là de quantité limitée et d'actifs décorrélés des États, des gouvernements, des sociétés, qui n'est pas contrôlé. Donc, on fait une comparaison à l'or. L'or, aujourd'hui, c'est plus de 10 000 milliards de capitalisation. Le Bitcoin, on est à peu près, alors comme ça a beaucoup bougé, mais je crois qu'on est à 3 000. On doit tourner autour entre 2 000 et 3 000 milliards. Je pense que c'est toute la crypto réunie, ça, non? Bah, Bitcoin, c'est 80% de la crypto, globalement. Donc, on doit tourner. Là, j'ai plus le chiffre en tête, mais les gens regarderont. C'est entre 1000 milliards et 3 000 milliards. Entre 1000 et 3000, selon Donc, on peut se dire, voilà. Mais c'est juste pour donner une idée de schéma dans la tête des gens. On peut se dire, allez, si le Bitcoin est supérieur à l'or, ce qu'il est, puisqu'il est, pour le coup, réellement limité. L'or, c'est limité, mais il peut y en avoir plus. On peut en miner plus. En fonction de la demande. D'ailleurs, on ne connaît pas le stock mondial qui n'est pas miné encore. Et c'est ça qui est intéressant, c'est cette corrélation entre plus la demande augmente, l'offre elle augmente aussi, parce que plus il y a de la demande et le prix de l'or augmente, plus on est incité à aller miner de l'or. À investir dans des mines. Investir dans les mines et donc trouver plus d'or, et donc la quantité augmente, et donc ça vient toujours contrebalancer le prix. Alors que sur Bitcoin, plus la demande elle monte, l'offre elle est fixe. Et ça, c'est ce qui fait qu'il y a un engouement sur le prix, une pression à la hausse sur le prix. Donc il va augmenter, et donc si on fait une comparaison à l'or, est-ce que c'est x3, x5? Voilà, il y a encore cette upside, il y a encore ce potentiel à la hausse, à minima si on dit que le Bitcoin est au moins supérieur à l'or. Et on dit aussi que l'or, ce qui le dessert, c'est que ce n'est pas un actif pur dans le sens où il est utilisé dans l'industrie, dans la joaillerie, etc. Ce qui fait que c'est un marché qui fait qu'il y a toujours une demande sur l'or de miner. Il y a toujours une initiative à miner. Et donc, en fait, tu as une production qui est encouragée à être toujours plus forte. Alors que Bitcoin, ce que tu dis, c'est que la production elle est déterminée par un algorithme. Et cet algorithme est codé dans le Bitcoin, ce qui fait que jamais quelqu'un peut dire je veux qu'il y ait 2 fois plus de production de Bitcoin cette année. C'est ça. Et chaque 4 ans, ça se divise en deux. En gros, il y a une politique monétaire d'émission de la monnaie, puisque c'est une monnaie Bitcoin qui est programmée, donc qui est prévisible et désinflationniste. Pourquoi désinflationniste? C'est-à-dire que inflationniste dans le sens où on augmente le taux de Bitcoin, enfin le nombre de Bitcoin, on en crée des nouveaux Bitcoins tous les 4 ans, toutes les 10 minutes, et tous les 4 ans, on divise l'émission de la monnaie par 2. Donc c'est passé de 50 Bitcoins toutes les 10 minutes en 2009
à 25 bitcoins toutes les 10 minutes, divisé par 2 encore 12,5, et 6,25, etc. Aujourd'hui, je crois qu'on a 3,125, si je dis pas de bêtises, toutes les 10 minutes. Et c'est ce qui fait qu'on a ce graphique où on a eu pratiquement 19 millions et quelques de bitcoins créés depuis 2009 à 2025, et que pour passer de 19 millions et quelques à 21 millions de bitcoins, il va falloir attendre jusqu'à 2140. Pour que ça converge vers ça converge, parce que maintenant, vu que c'est divisé par 2, ça va être très très long pour arriver jusqu'à la fin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on compare à l'or, c'est comme s'il y avait les mines d'or produisaient 2 fois plus qu'il y a 4 ans. Ouais. Et que dans 4 ans, elles vont produire encore 2 fois plus que. 2 fois moins. Pardon, 2 fois moins qu'il y a 4 ans. 2 fois moins, et qu'il n'y aura jamais plus de mines d'or. Voilà. Et il n'y aura jamais plus de mines d'or que ce qu'il y a, et que le stock sous terre est limité à 2 millions de bitcoins qui restent encore à miner. Donc en fait, il y a un stock limité, et les mines, ça va être de plus en plus dur de récupérer le reste, jusqu'à arriver au dernier. Et qu'il n'y a pas des corps étrangers dans le ciel, des astéroïdes qui vont débarquer. Les 21 millions, c'est effectivement encodé dans l'algorithme. Et tout le monde, en fait, parce que les gens disent oui, mais qui peut changer le programme? Ça, c'est un sujet important. C'est il y a des développeurs qui peuvent changer, mais ceux qui appliquent les règles du programme, c'est pas les développeurs, c'est ceux qui utilisent le réseau Bitcoin. Donc ceux qui roulent le logiciel Bitcoin sur l'ordinateur, par exemple, ce que moi je peux faire et ce que n'importe qui peut faire. Ce qu'on appelle le minage. Ce qu'on appelle le nœud. Non, justement. En fait, il y a plusieurs parties prenantes dans le Bitcoin. Il y a grosso modo les développeurs, il y a les mineurs et il y a les utilisateurs. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les garants du logiciel, des règles du logiciel, c'est les utilisateurs. C'est ni les mineurs, ni les développeurs. On a eu une histoire, et il y a un livre que je recommande qui s'appelle le Block Size Wars, où justement il y a eu des mineurs qui ont essayé de changer les règles du jeu, et ils ont perdu. Et ça a justement été une des premières fois. Ils ont essayé de forcer un changement d'algorithme. Ils ont essayé de changer un changement d'algorithme, pas sur la quantité, puisque ça, il n'y a pas d'incentive pour le faire. Tout le monde est perdant, grosso modo, si on augmente la quantité de Bitcoin, puisque sa part du gâteau, elle est diluée, comme on dit souvent. Par contre, ils voulaient changer sur la taille des blocs, donc le nombre de transactions qu'on pouvait inscrire dans la blockchain. Bon, c'est un truc technique, mais voilà, ils ont voulu changer une règle qui avait quand même une importance, puisque ça changeait les caractéristiques clés du Bitcoin, et les utilisateurs ne voulaient pas changer, et c'est les utilisateurs qui ont gagné, et ce qui a montré que réellement, c'est les utilisateurs du réseau qui contrôlent le réseau. Et donc, utilisateur, c'est ce qu'on appelle un nœud. C'est le nom du logiciel, c'est je télécharge le logiciel Bitcoin Core, par exemple, c'est des versions de logiciel, sur son ordinateur, ça prend 200, 300 gigas, je crois, et c'est ce qui te permet de télécharger la blockchain, en fait. Donc tout le registre des échanges historiques qui possède quoi. Et c'est toi qui te permet, et c'est comme ça que tu peux valider qui a combien de Bitcoin, et est-ce qu'il y a personne qui fait pas une double dépense, et c'est toi qui t'assures que qu'il y a 21 millions de Bitcoin, et que les règles du jeu ne changent pas. Et donc si quelqu'un pousse une nouvelle version du logiciel, bah, toi quand tu vas recevoir une transaction, ton logiciel il va dire non, ça c'est un Bitcoin qui a été déjà dépensé ou il t'appartient pas. Et c'est comme ça qu'on est tous garants les uns des autres. C'est le système décentralisé, le fameux système décentralisé. C'est le fameux système décentralisé. Et c'est pour ça que c'est important de notamment pas augmenter la taille des blocs. Ça fait un petit parenthèse un peu technique, mais les gens, ça fait un pont sur aussi quelle est la différence entre Bitcoin et les autres. Et les autres crypto-monnaies, notamment Ethereum. C'est qu'Ethereum, la taille de la blockchain, elle est beaucoup plus importante. On est en terabytes. Le problème, c'est qu'en terabyte, du coup, tu ne peux pas le télécharger sur ton ordinateur, tu ne peux tourner Ethereum que sur le cloud. Et ça, le problème, c'est que quand tu fais ça, Ethereum est dépendant du cloud. Donc Amazon Web Services contrôle l'Ethereum. Alors que Bitcoin, l'importance de le garder petit, c'est que le particulier peut utiliser le logiciel et donc protéger le logiciel. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, personne ne peut tuer Bitcoin. Tu peux pas changer les règles du jeu. En plus, il est éprouvé depuis beaucoup plus de temps que n'importe quel autre chain. Exactement. Et il y a un effet de réseau, du coup. Et par conception, il est beaucoup plus solide que tout le reste. C'est pour ça que ça reste le GOAT, le king de toutes les cryptos. Et qu'il y a des bitcoins maximalistes, qui sont les gens qui croient que dans le bitcoin et qui investissent nulle part ailleurs. Et tu parlais d'offre et de demande. Donc là, on a compris que l'offre, elle était limitée par un algo, elle est régie par un algo. Voilà, c'est ça. Tant qu'il n'y a pas un consensus très 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 large, cet algo ne peut pas changer, ce qui lui donne une grande défensabilité. Versus les systèmes traditionnels de finance, c'est plutôt des administrations, une finance d'État avec la Banque centrale, la Banque fédérale aux States, et des banques privées, et tout un réseau. Et c'est ces fonctionnaires-là, / ces salariés qui gèrent le truc de manière très centralisée. C'est les bases de données aujourd'hui, en fait, les banques. Et le Bitcoin a proposé un système alternatif où, au lieu d'avoir des banques et des banques centrales, tu as un algo hyper élégant techniquement, parce que la solution technique du Bitcoin, elle est incroyable. Et c'est l'infrastructure, elle est distribuée, c'est les PC des gens qui remplacent les serveurs des banques. Quoi. Exactement. C'est ça. Et en fait, le Bitcoin, c'est pour ça qu'il y a une partie un peu idéologique au Bitcoin, c'est que c'est une façon de s'affranchir du système en devenant sa propre banque. En fait, c'est ça l'idée du Bitcoin derrière. Et il y a une phrase de Satoshi Nakamoto qui est, du coup,
le ou les ou la fondatrice, on ne sait pas qui c'est, mais c'était le pseudonyme de la personne ou des personnes qui a créé Bitcoin et qui avait dit le problème fondamental de la monnaie conventionnelle est toute la confiance qu'on a sur la banque centrale qu'elle ne dévalue pas la monnaie, donc elle ne crée pas de la monnaie. Or, toute cette confiance, coup après coup, a été rompue. Surtout post-2008, avec la crise. Et de manière bulle spéculative après bulle spéculative sur la monnaie. Et on voit bien que la masse monétaire, donc le nombre d'argent ou d'euros ou de dollars en circulation ne fait qu'augmenter, notamment post-Covid. Et toujours plus vite. Si je dis pas de bêtises, on a doublé la masse monétaire, en tout cas aux États-Unis, pour stimuler l'économie, redémarrer l'économie parce qu'avec Covid, tout s'était arrêté. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça crée de l'inflation. Et l'inflation, ça a un impact direct sur le pouvoir d'achat des gens. C'est pour ça que c'est important de comprendre comment ça fonctionne, parce qu'en fait, on a des personnes non élues. Les gens de la Banque Centrale Européenne ne sont pas des élus qui décident de ton quotidien, de ta vie, en fait, et qui ont un vrai impact sur... De combien ils vont diluer parce que c'est eux qui déterminent les taux, qui déterminent en fait ce qu'on appelle des politiques monétaires. Les taux, est-ce qu'on émet de l'argent, est-ce qu'on n'émet pas de l'argent. Et Bitcoin, donc la phrase de Satoshi, c'est de dire, voilà, en fait, on doit faire confiance à eux, mais il ne faut pas leur faire confiance, puisque... Donc créons un système. Voilà, ils ont prouvé qu'ils ont rompu cette confiance coup après coup. Oui. Et donc Bitcoin, et voilà comment il a introduit Bitcoin comme solution à ce problème-là. Et donc, c'est d'avoir une monnaie native à Internet, qui a une politique monétaire encodée dans le programme et que personne ne contrôle et personne ne peut changer. Et la conclusion, et je faisais la blague à une audience, dans une conférence, j'avais mis une photo, je disais, est-ce que vous voulez faire confiance, et j'avais mis une photo de toutes les personnes de la Banque Centrale Européenne, à ces personnes-là que vous n'avez pas élues, ou est-ce que vous voulez faire confiance à une formule qui tient sur 2-3 chiffres mathématiques. Donc, est-ce que vous faites confiance aux maths ou est-ce que vous faites confiance à ces personnes que vous ne connaissez pas? Bref. Mais c'est pour ça, c'est ce qui explique pourquoi des centaines de millions de personnes aujourd'hui adoptent le Bitcoin. Justement, j'allais te poser la question sur le nombre d'utilisateurs du Bitcoin. Il y a le nombre des adresses dans le registre, parce que je rappelle que Bitcoin, c'est une sorte de registre, c'est juste que c'est un registre distribué. Et dans le registre, il y a... En fait, l'argent, c'est un registre de toute façon, parce que c'est la même chose chez les banques, mais c'est un registre qui dit qui... à combien et qui a transféré combien à qui, quoi. C'est juste ça, c'est un peu une compta. Et en fait, la particularité, c'est que le Bitcoin, c'est un registre distribué. Tout le monde a une copie, comme tu disais. Tout le monde a une copie du registre. Donc tout le monde peut vérifier qu'il n'y a pas eu de corruption. Et combien il y a d'utilisateurs aujourd'hui, tu penses, de Bitcoin, quand tu regardes ton marché à toi? Du coup, c'est une estimation, comme c'est un réseau qui est pseudo-anonyme, on a des adresses, donc on n'a pas une identité. On ne sait pas si une adresse égale une personne. Donc c'est pour ça que c'est des estimations. Mais on estime à au moins, estimation basse, 160 millions de personnes en 2025. Ah ouais. Estimation haute, on parle de 300 millions, 400 millions. Parce que les estimations, elles sont entre les adresses uniques, donc c'est comme une adresse email, pour que les gens schématisent en gros, ou aussi le nombre d'utilisateurs sur maintenant les plus grosses plateformes d'échange qu'il y a au monde qui permettent d'accéder à la crypto-monnaie. Donc on parle de Bitstack en France, mais des Coinbase, des Binance, etc. Toi sur ta plateforme, c'est sûr que c'est 1 pour 1 presque. Nous, c'est 1 pour 1, ouais. Alors que c'est vrai que si j'ai Coinbase, plus toi, plus Metamask, plus je sais pas quelle autre wallet, j'ai 5 adresses différentes pour une seule personne physique. Oui, non, mais c'est pareil. Justement, c'est pareil pour Bitstack. Nous, on est comme une. Alors, c'est vraiment pour expliquer, parce que les régulateurs vont pas aimer s'ils entendent ça. On est comme une banque de Bitcoin. Oui. On conserve des Bitcoins dans des coffres. Mais un coffre, il y a plusieurs utilisateurs en fait qui détiennent ces bitcoins-là. Donc c'est pour ça que c'est des estimations et qu'au final, si on regarde uniquement le nombre d'adresses, c'est souvent une estimation basse parce qu'en fait, une adresse peut détenir des bitcoins pour plusieurs personnes. Ah, donc notamment dans sur l'autre les sens. plateformes. Donc il y a dans les deux sens. Tu peux avoir plusieurs adresses pour la même personne, mais tu vas avoir aussi une adresse pour 30 000. Exactement. Ok. Donc ça veut dire que Anthony n'est pas dans les 160 premiers millions d'humains qui ont adhéré au Bitcoin. Pourquoi tu dis Parce ça? qu'il n'est pas encore. Ah non, donc il n'y est pas. Ouais, exactement. Ouais. Ah, c'est intéressant. On va parler de ça, des autres cryptos et les gens qui commencent par les autres cryptos. Ouais. Et du coup, tu as 160 millions de personnes sur 8 milliards. Ouais, c'est ça. Peut-être que sur les 8 milliards, tout le monde n'est pas fait pour mais 160, ça reste quand même. We are early, comme disent les bitcoiners. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a beaucoup qui tirent une comparaison du graphique et du taux d'adoption d'Internet. Et Bitcoin est sur, à minima, le même niveau d'adoption. Enfin, le même axe vitesse d'adoption. Et c'est équivalent à 2001 peut-être. Mais qui est équivalent au début des années 2000. Ouais. Donc c'est quasiment... Ok, donc si on compare avec Internet, c'est comme si on était en 2001. Voilà, c'est ça. Internet en 2001, c'était pas tout le monde. C'était pas tout le monde, ça commençait à prendre de l'ampleur. C'était les emails. Mais ça montre aussi tout le potentiel derrière. Ouais. Et ça veut dire que s'il y a 2 fois plus de gens qui adoptent le Bitcoin, avec la même offre qui ne bouge pas, qui même va se raréfier, ça a un impact sur le prix. C'est sûr que ça a un impact sur le prix. Exactement.
Et tu as aussi l'adoption institutionnelle. Donc, voilà, c'est ça qui est nouveau sur les dernières années. Là. Du coup, pour ceux qui nous écoutent, en quoi ça va être important cette adoption et c'est quoi les institutionnels quand on dit institutionnels? C'est pourquoi c'est important pour plusieurs raisons. Et celle qui va intéresser le plus de gens, c'est que plus il y a d'adoption, plus le prix du Bitcoin il monte. Donc en tant que particulier qui épargne en Bitcoin, son épargne elle va être de plus en plus valorisée, puisque offre fixe. Et donc maintenant on a une adoption, parce qu'on ne parle pas de personnes qui achètent 100 € de Bitcoin. En fait, c'est ça, quand on parle d'institutionnel, on parle de personnes qui achètent des milliers de Bitcoin et donc en fait des centaines de millions d'euros de Bitcoin. Ces fonds-là voire des milliards, ces fonds-là. Et c'est qui ces fonds? Et donc, c'est qui ces fonds? Donc, on a eu une phase de particulier. En fait, si on remonte, il y a d'ailleurs, c'est un peu comme le schéma de crossing the chasm. C'est les taux d'adoption des technologies. Donc, il y a un peu vraiment les adeptes fanatiques. Donc là, c'était peut-être les gens très technologistes, très dans l'informatique, dans la technologie, qui adoptaient le Bitcoin au tout début. Et dans l'idéologie aussi. Dans l'idéologie. Donc, voilà, les gens qui étaient très soit économistes sur un peu les aspects libertariens et tout ça. Donc, soit des libertariens, il y avait des philosophes et des gens très techniques. Après, il y a eu un peu les early adopters de la techno, donc peut-être des gens de la Silicon Valley, etc. Et je pense que là, on est à un moment où on est sur très tôt, mais ça commence à être le grand public, la early majorité. Donc la première partie de la majorité du grand public, voilà, qui s'adopte. Mais dans cette majorité-là, il y a aussi les institutionnels. Les institutionnels, c'est qui? Il y a grosso modo deux catégories, deux profils. Il y a les entreprises, parce que les entreprises, de la même manière qu'un particulier qui souhaite protéger son épargne, souhaite protéger sa trésorerie. Donc on imagine une société qui a 100 millions, voire 1 milliard, voire plus de trésorerie. Et ben, comme le dit le patron de MicroStrategy, qui est maintenant une des entreprises qui détient le plus de Bitcoin au monde, sa trésorerie, il l'a vu comme un glaçon qui fond. Puisque quand on a un taux d'inflation qui est élevé, sa trésorerie, elle vaut moins l'année d'après. Voilà. Et quand on parle en milliards, c'est important. Et c'est pour ça qu'il y a un vrai sujet pour la plupart des directeurs financiers au monde, c'est la gestion de trésorerie. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui ont compris que le Bitcoin était une façon de protéger sa trésorerie, de la même manière que les particuliers veulent protéger leur épargne. Donc ça, c'est pour expliquer peut-être un peu plus, c'est que quand je dirige une boîte en tant que directeur financier, il y a un certain trésorerie que j'ai en cash. C'est ça. Et ces cash-là, en général, je les place parce que si je les laisse, je vais perdre de l'argent. C'est ça. Que les particuliers ne le savent pas, mais quand tu laisses ta masse de cash, naturellement, elle perd de la valeur. C'est ça. Donc, soit je fais des placements avec des intérêts comme la banque et 3-4%, etc. Soit je peux investir peut-être une partie en détenant du Bitcoin. C'est ça, exactement. Ça reste quand même rare. Il y a eu un vote chez Microsoft, je pense, cette année, de dire est-ce qu'on va placer, et ça n'a pas marché. Justement, donc le PDG de MicroStrategy qui a un peu défini le modèle sur comment une entreprise de cette taille-là, puisque c'est une entreprise cotée. Comment une entreprise cotée de cette taille-là peut adopter le Bitcoin pour protéger sa trésorerie. Et effectivement, il a intervenu au conseil d'administration de Microsoft pour présenter comment faire. Et Microsoft, pour l'instant, a voté non. Mais on l'a vu sur d'autres grosses entreprises, dont Tesla. Par exemple, Tesla qui avait acheté, qui doit détenir à peu près 10 000 Bitcoins, si je ne dis pas de bêtises, les gens corrigeront. Versus MicroStrategy, je crois qu'on est plus autour des 100 000 plus. Et la deuxième, donc voilà, donc les entreprises. Et on parle de très grosses entreprises, mais je peux être patron du restaurant du coin ou d'une chaîne de restaurants, je peux avoir un salon de coiffure, je peux avoir une société dans le bâtiment et autres. Si je fais du bénéfice et que j'ai du coup de la trésorerie, je dois me poser cette question. Alors si votre trésorerie, elle vous sert uniquement à financer votre activité sur les mois prochains, ne mettez pas dans le Bitcoin, c'est volatile. Par contre, si vous avez une trésorerie parce que vous pouvez vous accumuler du bénéfice et vous arrivez quand même à financer votre activité, vous avez de l'argent qui dort, entre guillemets, c'est comme l'épargne pour les particuliers. Là, il faut se poser de la question. S'il dort, le glaçon, il fond, puisqu'il y a de l'inflation. Clairement. Donc, comme tu disais, il faut placer soit sur des fonds monétaires ou autres. Bref, il y a plein de placements disponibles et le Bitcoin a une proposition de valeur intéressante pour tout un tas de raisons, notamment parce qu'il y a une quantité limitée. Et après, il y a un deuxième profil d'adoption qu'on appelle institutionnel, c'est les gros fonds. Donc les BlackRock, les fonds d'investissement qui sont les plus gros gestionnaires d'actifs au monde, qui gèrent la pension des Américains, qui gèrent la pension de plein de collectifs, qui permettent à plein de gens d'investir. Donc on a BlackRock qui est le plus gros gestionnaire d'actifs au monde, on a Fidelity qui est, je pense, le troisième, si je ne dis pas de bêtises, qui eux ont créé ce qu'on appelle des ETF. Ça ne veut pas dire qu'eux forcément investissent. Voilà, eux ça ne veut pas dire qu'ils investissent. Un produit financier. Ils ont créé un produit financier. Un indice, c'est comme le CAC 40. Le CAC 40, c'est quoi? C'est un indice qui traque la performance des 40 plus grosses boîtes cotées en France. Est-ce qu'il y a des fonds qui ont mis 0,1% de leur... Des fonds de pension. Des fonds de pension au UK, des fonds de pension en Amérique. Ça, c'est énorme, parce que si ça devient un standard d'avoir 1% de son fonds en Bitcoin, la quantité de la demande, elle c'est pour ça qu'on est gigantesque. encore très tôt, puisque là, on est aux prémices de justement des BlackRock et d'autres gestionnaires d'actifs qui disent, en fait, d'un point de vue construction de portefeuille, la finance, c'est ça. La finance, c'est comment est-ce que j'alloue
mes actifs ou mon argent sur différents actifs entre l'immobilier. C'est quoi les différents placements, grosso modo, qui sont disponibles aux particuliers et aux institutionnels? L'immobilier, les actions, les obligations, donc la dette. Actions cotées et non cotées. Voilà, actions non cotées, donc on parle de private equity. Voilà, donc il y a plein de produits financiers qui sont disponibles, de classes d'actifs. Et maintenant, il y a le Bitcoin, qui est une nouvelle classe d'actifs et qui est un peu comme l'or, décorrélé des marchés, actifs limités, non corrélé non impacté par les décisions des États, etc. Et donc, que ce soit les particuliers, les entreprises, les fonds de pension, les gestionnaires d'actifs, les gens commencent à comprendre la valeur d'ajouter le Bitcoin dans son portefeuille pour faire de la gestion de patrimoine. Et donc voilà, donc BlackRock et Fidelity par exemple, eux commencent à recommander qu'il faut mettre de 1 à 5% de son portefeuille. Ça monte jusqu'à 5 et après il y en a, ils sont plus ou moins bullish. Wow. Donc on peut imaginer, en fait déjà, on parlait de scénario, tiens, tout à l'heure, on disait où est-ce qu'on voit le prix du Bitcoin. Je te parlais de l'or, mais là si on parle de tous les gestionnaires d'actifs au monde qui appliquent rien que 5% de leur allocation au Bitcoin. Ça fait combien de demandes ça? C'est huge. C'est huge. On voit le Bitcoin à 1 million ou plus. Ouais. Donc il faut... Moi, je pense qu'il faut, vu cet upside, il faut rentrer avant que ces mecs-là rentrent. Parce que quand ces mecs-là rentrent. Déjà, il fallait rentrer avant que les institutionnels rentrent. On s'est battu pour. Et maintenant, les institutionnels achètent beaucoup plus que les particuliers. Mais il y a encore beaucoup d'upside. Et je pense qu'il y a encore une phase dont on parle peu. Mais pour moi, on n'est même plus dans l'institutionnel. Les institutionnels, ça y est. On parle des États maintenant. Maintenant, on parle des gouvernements. Ouais. On parle des États. On parle de la banque centrale, de la banque fédérale, la Federal Reserve aux États-Unis. Oui. Trump veut faire peut-être une réserve stratégique de Bitcoin. Et si les Américains commencent à acheter, on peut imaginer que le leadership fait comme l'or, encore une fois. C'est ce que les États font avec l'or. Tous les gouvernements aujourd'hui, dont la France, on est un des États qui détient le plus d'or au monde, pour ce qu'ils appellent des raisons stratégiques. Voilà, si en cas de catastrophe, on va dire, sur le système financier, ils veulent avoir ces réserves stratégiques-là, et ben, s'ils le font en Bitcoin, c'est encore une autre dimension. Oui. Et là, il n'y a pas vraiment encore de gros pays hyper avancé qui a pris ce risque, enfin qui a pris ce leadership. Il y a Salvador, c'est un petit pays. Alors il y a le Salvador, il faut le noter, ils le font. C'est vrai que l'impact il est moindre parce que c'est un petit pays. Mais il a fait beaucoup de plus-value avec ça. Il a fait beaucoup de plus-value, ça, et les gens ont beaucoup critiqué, mais il y a eu aussi tout un aspect que les gens aiment bien mettre de côté, mais ça a été aussi l'attraction touristique. Puisqu'en fait, en étant un gouvernement et un État pro-Bitcoin, il y a plein d'Américains. C'était un marketing stunt. C'était un marketing stunt. Ouais. Mais en plus, il s'avère que maintenant, avec le recul, ça a aussi eu des plus-values. Oui. Donc ça, tant mieux pour eux. Et l'État américain a dit, OK, ils n'en sont pas encore au stade où ils vont en acheter, mais ils ont quand même dit, nous, on veut une stratégie, ils essayent de regarder là, une stratégie, ce qu'ils appellent net neutral. C'est-à-dire, au lieu de financer avec l'argent public, de dire avec l'argent des impôts, etc., on achète du Bitcoin. On achète du Bitcoin en revendant, par exemple, de l'or. Donc c'est net neutre. C'est neutre. Ah. Comme ça, il y a quand même l'argument de dire, pour ceux qui sont contre, de dire en fait, on n'utilise pas l'argent public. Je trouve que c'est intelligent, c'est une façon de dire, OK, on fait une position neutre. Et ils ont dit aussi, t'as raison, ils ont dit aussi que tout ce qu'on saisit en Bitcoin. Voilà, ça, c'est ce qui a déjà été acté. On ne le vend pas. Ça, on ne le vend plus, ce qui est déjà énorme puisque les États-Unis détenaient beaucoup de Bitcoin. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu plein d'histoires. Des vols, des. Silk Road, qui a été un des plus grosses histoires. Qu'il a été d'ailleurs Russell Britt, qui était le fondateur de Silk Road, qui était en gros le Amazon du dark web. Je simplifie, en soi, c'était pas exactement ça. C'est même le bon coin du dark web. Tu demandes, et petites annonces ou tout, quoi. Ouais, voilà, il y avait plein. Et bon, pour des bonnes ou mauvaises raisons, il avait été condamné il a été trouvé par le FBI, il avait été condamné à perpétuité aux États-Unis, alors que ça avait été prouvé que c'était pas trop sa faute. Hein. Mais bon, ça devient politique et peu importe. Mais il a été pardonné par Trump. Ah, je savais pas de sortir. Le founder de Silk Road. Le founder de Silk Road, ce qui est huge pour la communauté Bitcoin, puisque ça a été vu d'ailleurs comme un des premiers convaincus du Bitcoin, et d'ailleurs même plus que convaincu, quelqu'un qui a accéléré l'adoption du Bitcoin, puisqu'il avait prouvé pour la première fois qu'on pouvait créer le bon coin grâce au Bitcoin, et vraiment Bitcoin comme une monnaie. C'est quand même hyper intéressant. Et donc il a été pardonné. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a une administration américaine qui est très pro-Bitcoin. C'est en partie ce qui a fait aussi que les marchés ont réagi positivement et que le prix du Bitcoin s'est envolé. Et effectivement, l'administration américaine, avec Trump, on dit tous les bitcoins saisis, donc il y avait ceux de Silk Road, c'est pour ça que je faisais la parenthèse, on ne les vend pas. On en fait, entre guillemets, une première réserve stratégique. Et on a d'autres pays, l'Allemagne, ils n'ont pas pris cette position-là, mais ils ont des bitcoins qu'ils ont saisis, parce qu'ils avaient aussi des affaires, donc ils ont pas mal de bitcoins, il faut savoir, l'Allemagne. En France, mais ils ont vendu à un très bas prix et c'est devenu un mème sur Internet. Oui, parce que finalement, ils ont vendu aux enchères. C'est la même position qu'en France. Il faut savoir qu'en France, tous les biens saisis aux criminels sont voués à être vendus aux enchères. Et je trouve que c'est intéressant de dire, tiens, peut-être pour le Bitcoin, il y a un côté stratégique qu'on ne vend pas. Bon, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Il y a le Bhoutan
Oui. On dit en français aussi Bhoutan, je crois que c'est pense. pour le pays, qui en fait détient du Bitcoin. Oui. Pour la taille du pays, ils en détiennent beaucoup. Oui. Et il y a des pays comme ça parce qu'ils ont... Voilà, en fait, il faut savoir que le Bitcoin a une valeur ajoutée pour différentes raisons à plein de différentes personnes. Parce que c'est une monnaie incensurable. Donc les pays où tu as de la censure financière, ils adoptent le Bitcoin. Oui. Les pays où il y a ou de les pays qui l'hyperinflation... risquent d'être censurés eux-mêmes. Voilà, où On les a pays vu qui par restent exemple les censurés. oligarques russes. Exactement, avec l'Ukraine. L'Ukraine qui avait aussi des difficultés à envoyer de l'argent. Les Russes aussi parce qu'il y a des sujets de sanctions. Voilà, encore une fois, on parle de Par exemple, s'affranchir il y a du système. l'Iran, aujourd'hui dans l'actualité, l'Iran c'est un des plus gros miners au monde. Ok. Pour des raisons d'énergie, oui. mais on va en parler après Oui, sur aussi, les États. il y a des questions d'énergie. Parce ouais, qu'il du y a une minage, stratégie etc. énergétique à adopter pour certains pays, mais on en va en Et parler. d'ailleurs, il y a un texte de loi qui vient, là, il y a quelques jours, d'être proposé, alors je ne sais plus si c'est au Sénat ou à l'Assemblée, qui a été malheureusement directement recalé. Mais il y a un vrai sujet stratégique sur le minage d'un point de vue énergétique. Et ça, c'est tout un autre volet, mais qui est extrêmement intéressant. Et c'est peut-être un des rôles des acteurs Bitcoin comme vous, de lobbyer pour que l'État français adopte... Alors, c'est là où moi, en tant qu'entrepreneur, je suis toujours plus partisan que le privé a plus d'impact que le public. Enfin, sinon, Oui. on ferait tous de la politique pour faire bouger les choses. Mais clairement, c'est certainement plus dans le privé qu'on fait bouger les choses. Nous, notre première priorité, déjà, c'est que les gens en détiennent du Bitcoin. Parce que c'est déjà l'impact, c'est une grosse l'épargne. mission. C'est une grosse mission. La mission, c'est de dire, en fait, on travaille tous dur. Oui. On gagne de l'argent, c'est bien. La deuxième question, c'est une fois qu'on en gagne, comment on le protège, son argent, puisque le vrai enjeu, c'est protéger son pouvoir d'achat. Oui. En fait, la définition de l'épargne, à la base, c'est ça. C'est de dire, épargner, c'est mettre de l'argent de côté pour financer les objectifs de vie. Et le protéger. Et Et donc, il faut protéger son pouvoir d'achat pour qu'un euro aujourd'hui, quand je finance mon objectif de vie, en France, c'est quoi les objectifs de vie? C'est acheter, numéro 1, c'est acheter sa résidence principale, donc acheter une maison. Ensuite, c'est préparer sa retraite. Ensuite, c'est préparer l'avenir de ses enfants, etc. les études des enfants, etc. Voilà. Oui. Et donc, l'argent, ça sert à ça. On n'accumule pas de l'argent pour accumuler de l'argent. Oui. Donc, la question après, c'est 1 euro aujourd'hui, quand je l'épargne, c'est pour qu'il ait le même pouvoir d'achat dans le futur, à minima. Sinon, on est un peu perdant dans l'équation. Donc, si ça reste 1 euro dans 20 ans, j'ai perdu. Si 1 euro reste 1 euro. Alors, malheureusement, à cause de l'inflation. Mais si 1 euro vaut réellement 1 euro et que les prix, il n'y a pas d'inflation, c'est-à-dire que le prix de ta baguette, le prix de tes maisons, etc., n'a pas bougé, et que ton 1 euro, du coup, il vaudra toujours la même chose. Mais la réalité, si tu imprimes 3 fois plus d'euros que ce qu'il y a aujourd'hui, il vaut 3 fois moins. Ouais. Et c'est ce qui se passe, puisque depuis la création de l'euro, donc en 2002, 1 euro a perdu plus de 50% de son pouvoir d'achat en 20 ans. Et pourquoi? Violent. Parce que la Banque Centrale Européenne a comme mandat d'avoir un taux d'inflation fixe à 2%. C'est leur objectif, c'est la mission de la Banque Centrale. Chômage. Les deux et le taux de chômage. Ouais. Sur la partie monétaire, c'est le taux d'inflation à 2%. Oui. Déjà, ce qu'ils ont du mal à faire, petite parenthèse, et on l'a vu très récemment. Ils sont contents. 2, ils sont contents. 2, c'est waouh, on est bon. Mais sachant que 2%, c'est ça que les gens qu'ils oublient de dire. C'est pas neutre. C'est 2% pendant 30 ans, c'est la moitié de son pouvoir d'achat. Oui. Donc, même s'ils accomplissent leur objectif, ils ont entre guillemets comme objectif de vous faire perdre votre pouvoir d'achat. Ça, c'est quand même. C'est leur mission. Ça veut dire que, pour ceux qui nous écoutent, celui qui a travaillé très dur et qui a économisé 100 000, 200 000 après une certaine carrière, 30 ans plus il a tard. encore un autre problème dans la vie, c'est comment décider où mettre ces 300, parce que c'est pas tout de les gagner. Ouais, il faut les protéger. Tu dois réfléchir à où les mettre où. Et la question n'est pas évidente parce que Bitcoin c'est volatile, tu peux mettre 100%, donc tu vas mettre un mix. Et les actions, tu comprends pas forcément grand-chose aux actions. Donc en fait, je trouve que le système est dur pour un particulier parce que on te dit focus sur ce que tu sais faire. Ok, j'ai focus sur mon art, mon artisanat, whatever, tu vois, j'ai gagné 10 000, 20 000, 30 000. Et au bout d'une certaine carrière, j'ai peut-être 400 000. Ou comment je fais? Et c'est pour ça il faut réfléchir à se faire une éducation. Finalement, tu ne peux pas ne pas te faire ton éducation. Tu es obligé de te la faire. Et on a un gros problème. Il y a plein de sujets, c'est hyper intéressant. Et je vais rebondir sur un là qui me vient en tête. Tu parles d'éducation financière. Il y a une raison pour laquelle en France, notamment, on a une éducation financière malheureusement qui est pauvre, qui est mauvaise. Parce que l'État épargne pour nous. Parce que l'État, on a été éduqué depuis, et alors ça va changer pour ma génération et les suivantes, mais on va dire celle de mes parents ou de nos parents et avant, c'est que l'État a toujours dit on vous garantit votre futur. Pourquoi? Parce qu'on a un système de retraite par répartition. Et pourquoi les Américains sont beaucoup plus éduqués financièrement? Parce qu'eux, on leur a dit, on a un système par capitalisation. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si vous capitalisez pas, vous êtes cuit. Vous n'avez rien, vous allez finir sans rien. Et donc quand on te dit ça... Peut-être expliquer c'est quoi capitalisation? Capitalisation, c'est-à-dire qu'en gros, si vous financez pas votre retraite, on vous donnera rien. Donc tu te débrouilles pour placer créer... ton argent, voilà. pour avoir de quoi vivre après Exactement. ta retraite. C'est-à-dire le moment où tu dis j'arrête de travailler, il y a personne qui va te donner une rente. Tu vas devoir vivre de l'argent que tu as mis de côté. Oui. Et donc, par définition, tu pousses les gens à s'y intéresser et donc à investir.
Et c'est pour ça qu'en Amérique, ils investissent beaucoup. Et qu'en France, notamment, et en Europe, globalement, le particulier n'investit très peu parce que nous, on épargne, et encore, mais on n'investit pas parce que nous, le gouvernement nous a toujours dit, quand vous arrêtez de travailler, vous avez payé des impôts, et c'est pour ça qu'on a aussi tout un... Enfin voilà, on est très bon sur le social, donc on vous garantit, sauf qu'on le sait bien, on a un système des retraites, voilà, il y a une limite parce qu'on a une population qui vieillit et on vit de plus en plus vieux, on a de moins en moins de gens qui travaillent ou qui sont en mesure de financer. En fait, on se rend pas compte, ça me permet de faire un point de plus haut, et après je vais parler d'un autre truc intéressant qui est lié, c'est à quel point l'argent dicte tout le monde, et ça a plein d'impact sur votre vie, et voilà, donc là on donne quelques exemples, mais il y en a un autre, c'est une des répercussions de tout ça, c'est aussi pourquoi en France on voit des écarts plus importants entre les gens en Amérique du Nord et en France, c'est que comme nous on n'investit pas et qu'on a imprimé autant d'argent, forcément les actions des entreprises ont explosé. On voit les entreprises deviennent de plus en plus grosses, etc. Comme les Américains ils sont exposés au marché actions, ils ont gagné. Ils ont un ascenseur social incroyable. Comme nous, on n'est pas exposé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont placé leur épargne sur des entreprises. Que s'ils ont 200 000, c'est pas 200 000 cash, mais certainement peut-être la moitié, voilà. ou plus. Ils ont dit, moi j'investis sur les entreprises, sur l'économie américaine. En fait, moi, je l'épargne en action. C'est ça. Donc en gros, eux, ils misent sur l'économie américaine. Et donc, comme il y a de plus en plus d'argent dans ce monde, l'économie américaine, elle a aussi été très, très forte, et l'économie américaine a explosé, et donc l'épargne de tous les Américains qui ont investi dans l'économie américaine a suivi. Versus nous, en France, vu qu'on n'a pas investi, il n'y a pas d'ascenseur social. Donc nous, on reste à notre niveau. Oui. Donc il y a un énorme écart, il y a plein d'études hyper intéressantes sur la différence d'ascenseur social entre l'enrichissement du patrimoine des Américains et l'enrichissement du patrimoine des Français. Nous, l'ascenseur social, on parle beaucoup, quel est le plus gros ascenseur social en France? C'est l'immobilier. Mais en fait, quand on regarde... C'est fini ça maintenant. C'est fini, mais c'est même pas que c'est fini, c'est qu'en fait, on ne met jamais en comparaison avec le marché des actions, des entreprises. Si vous investissez, la meilleure façon de vous enrichir et d'avoir un ascenseur social aujourd'hui, c'est d'investir dans l'économie, dans les entreprises, américaines ou non. D'ailleurs, vous pouvez même investir dans les entreprises monde. Il y a des indices maintenant qui traquent. Oui, Chine, monde. Voilà, monde. Et c'est ça qui vous fait vous enrichir. Complètement. Voilà. Donc il y a plein de sujets, on ne se rend pas compte, mais l'argent, c'est un vrai sujet. Les gens, et je pense que la conclusion, c'est qu'il faut s'éduquer. Oui. Il faut arrêter de se reposer sur l'État. L'État vous garantit quelque chose, déjà c'est pour des gens comme moi, par exemple c'est dans 40 ans, ou 30 et quelques, voire 40 ans, et on verra si l'âge y bouge. Qu'est-ce qui va te rester dans... Et si je me dis que si je capitalise pas, donc moi je mets pas d'argent de côté, parce que je me dis, tiens, j'ai travaillé, je suis salarié, et mes impôts vont payer, effectivement c'est la prochaine génération qui finance ta retraite, les impôts des prochaines générations, mais que c'est pas le cas, je vais me retrouver un peu comme, comme un débile. Donc voilà, je trouve que c'est un pari qui est quand même ultra risqué. Et moi, je suis pas souverain parce que je suis pas souverain. J'allais finir en disant, moi, je veux pas faire confiance à quelqu'un d'autre. Moi, je veux être garanti de ce que j'aurai. Et donc, moi, je fais partie des gens qui capitalisent en me disant, en fait, j'aurai rien. Si j'ai quelque chose, ça sera du plus. Parce que si l'État a mal calculé quoi que ce soit, voilà. C'est toi qui vas payer le prix. Ouais, et puis il suffit que l'État d'un coup dise, tiens, maintenant. Et d'ailleurs, moi, je pense que c'est mon hypothèse. Je suis assez convaincu que petit à petit, on va passer sur un système par capitalisation. Mais ça va être progressif. Donc l'État va dire, tiens, maintenant votre retraite, ça sera un peu moins, donc commencez à financer votre retraite, ça va être du 50-50. Et jusqu'au jour où le modèle ne tient plus maintenant. Le modèle ne tient pas. Exactement. Et notre génération, je pense, c'est elle qui va avoir ce choc-là dans 30 ans ou 40 ans. Et c'est pour ça que les gens se posent de plus en plus de questions, si on ferme la boucle, sur les gens commencent à investir de plus en plus, c'était pas le cas, sur des actions, donc sur des entreprises, et investir sur la crypto, sur le Bitcoin notamment. Et peut-être pour ceux qui rentrent dans la crypto, c'est sûr que y en a ceux qui... On va parler des shitcoins, donc c'est ces coins où on promet les fois 1000. Là, on parle plutôt sécurité, donc on n'est pas dans les fois 1000. Et je trouve que c'est intéressant l'étape où le Bitcoin est arrivé, parce qu'on disait juste avant de commencer que avec tout ce qui se passe comme contexte mondial très incertain, il y a une volatilité énorme sur les marchés, les actions sont en baisse, ça monte parce que Trump a dit je donne 90 jours à la Chine, machin. Ouais. Et le Bitcoin est à son top alors que toute l'économie est en souffrance. C'est une des premières fois où on voit un Bitcoin solide, alors que d'habitude, les gens, quand il y a une crise, ils vendent tout pour pouvoir garder du cash au cas où. Et là, ils n'ont pas l'air de vendre du Bitcoin. Ou alors, ils vendent, mais il y a autant de gens qui rentrent que de gens qui sortent, quoi. Ouais, en fait, la question intéressante, c'est pourquoi. Du coup, pourquoi Parce que ça devient une réserve de change enfin une réserve de valeur. Parce que le mot réserve de valeur, c'est ce qu'on dit, c'est protéger, c'est là où tu protèges ton argent. Exactement. Avant, c'était un peu l'or en période de crise. C'est ça. Et là, c'est ça, c'est parce qu'en fait, dans un monde incertain, le Bitcoin amène beaucoup de certitude, puisque c'est ça, le Bitcoin, on sait qu'est-ce qui l'impacte, c'est un actif décorrélé de tout ça. C'est-à-dire, en fait, pourquoi le marché est très volatile, les actions et autres, c'est parce qu'une décision du gouvernement peut avoir un impact sur l'activité d'une entreprise. Par exemple, d'augmenter les taux, ça fait qu'une entreprise, elle paye plus pour s'endetter et pour financer son activité. Voilà, il y a plein de rouages
dans le système et puis financier. Si je mets des tarifs, peut-être que les boîtes vont s'effondrer, certaines, donc tes actions vont tomber et tout, mais je trouve ça incroyable parce que l'or a toujours joué ce truc de en période de crise, tout le monde vend tout et achète de l'or en disant si c'est la fin du monde, au moins l'or, ça fait 2-3 000 ans que c'est la valeur de change, etc. Et que la thèse que le Bitcoin va devenir l'or normalement doit passer d'abord par ça. Et on doit voir que pendant les crises, le Bitcoin ne tombe pas. Et c'est peut-être la première fois que, en tout cas moi je l'observe, parce qu'avant, quand il y avait des crises, le Bitcoin tombait aussi comme la tech en fait. C'était corrélé à la tech. C'était corrélé. Mais c'est aussi par nature du fait que la taille du Bitcoin, donc la taille de capitalisation, est devenue un peu critique. Et maintenant est devenue importante. Oui. Il y a tellement d'acteurs que maintenant c'est de plus en plus représentatif de sa vraie position sur le marché qui est une réserve de valeur. Oui. Avant, il y avait peu d'adoption et beaucoup par des gens un peu très technophiles. Donc c'est vrai que ça suivait la tech. En fait, les gens voyaient ça comme j'ai de l'excédent d'argent à mettre, je le mets sur Bitcoin comme actif risqué. Et donc tous les actifs risqués, c'est les premiers actifs que tu liquides, que tu vends en crise. Oui. Alors que maintenant, c'est devenu tellement gros, il y a tellement d'adoption. Et aussi, je pense que les gens comprennent de plus en plus à quoi sert le Bitcoin. Oui. Donc les gens vont se dire, en fait, c'est ça ma réserve de valeur, c'est ça que je ne vais pas vendre. Parce que je sais qu'il n'y en aura pas que 21 millions. Si la Banque centrale, elle dit j'augmente les taux d'intérêt, ou je prends une décision, ou le gouvernement part en guerre, n'importe quoi, en fait, le Bitcoin, il s'en fout. Il fait sa vie. Il continue à opérer. Le protocole informatique fonctionne. Le Bitcoin, je pourrais toujours garder mon argent. Je pourrais toujours envoyer de l'argent. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin. Et les gens, je pense, comprennent de plus en plus. Et peut-être sur la comparaison avec l'or, moi j'avais vu beaucoup de comparatifs, bien sûr, les gens comparent, etc. Et en fait, il y a beaucoup d'avantages qui vont côté Bitcoin. On va adresser la peur des gens qu'ont beaucoup de gens en disant mais qui a créé ce truc-là? C'est un gros complot, c'est pour nous voler notre argent, parce qu'on ne connaît pas qui l'a créé, c'est de la technologie, donc je ne vais pas lire le code, etc. On va adresser ça. Mais déjà, la partie avantage plutôt, c'est que l'or, c'est hyper pratique. C'est-à-dire que si un État doit échanger avec un autre, ce que j'avais découvert il y a quelques années, c'est que tu dois laisser ton or aux États-Unis ou en Europe pour que ton or soit échangeable sur les plateformes informatiques. C'est-à-dire que tu lui laisses par exemple 1000 tonnes d'or, comme ça tu peux vendre 1 tonne par-ci et ensuite la racheter quand tu veux la racheter, etc. Parce que si tu veux le faire physiquement, c'est beaucoup plus compliqué parce que tu dois appeler, je sais pas, pour sortir l'Égypte, tu veux combien, je t'envoie un avion, et tu dois le faire fondre parce qu'il n'est pas exactement à la quantité qu'il voulait. Alors que Bitcoin, tu peux en un clic transférer tes Bitcoins et donc entre États, netter des transactions d'importation-exportation devient beaucoup plus viable qu'avec de l'or. Donc ça, c'est une des très très grosses caractéristiques. Bien sûr, ils partagent le truc d'être inviolable avec l'or, comme on sait détecter que si c'est du faux or, là c'est inviolable. Mais je trouve ce côté-là hyper pratique de je te fais un transfert en quelques secondes. C'est impossible avec l'or. C'est ça, c'est ce qu'on appelle les propriétés monétaires, ce qui qualifie une monnaie d'une bonne monnaie ou d'une mauvaise monnaie, et l'or en a beaucoup. Le fait que ça soit pas reproduisible, c'est ce que tu disais, que ça soit facile de transfert et facile de conservation, ce qui n'est pas le cas de l'or du coup, mais ce qui est le cas du Bitcoin. Facile de transfert parce que je t'envoie 1 euro ou je t'envoie 10 milliards de dollars en Bitcoin, c'est le même procédé et c'est un clic, on schématise. Et de conservation, pareil, donc là j'ai une clé. Pour schématiser encore une fois, qui est 1 euro ou 10 milliards, c'est la même clé. Alors qu'on peut s'imaginer, passer la douane américaine avec des lingots d'or, je pense qu'on passe à l'interrogatoire. Oui, très compliqué. Et tu parlais des États, c'est encore autre chose. Donc c'est pour ça qu'ils font des positions comptables électroniques. Ils ne bougent pas l'or exactement. Physiquement. Mais il faut quand même faire confiance au custodian. C'est-à-dire que le mec, il va... Et donc, moi, j'ai vu quand les États-Unis ont sanctionné les Russes suite à l'attaque sur l'Ukraine, ils ont gelé l'or des Russes. Et ils ont commencé même à payer les avions, ils ont financé l'effort de guerre ukrainien par l'argent russe. Et du coup, quand tu es un État du Sud, tu te dis waouh, si je laisse mon or et qu'un jour je leur plais pas à ces Américains, c'est foutu pour moi. Donc, y compris mes milliardaires, les privés de mon pays flippent, et moi en tant qu'État, je flippe. Et donc, je pense que ça a accéléré parce que je sais qu'à Dubaï, à un moment, quand il y a eu la première exposition d'art. Dubaï post-Covid, donc physique, il y a eu beaucoup de Russes et d'Ukrainiens qui sont arrivés et qui ont acheté toutes les œuvres en Bitcoin. Parce que c'est des mecs qui ont sorti leur argent du système. Sans Bitcoin, ça aurait été, comme tu dis, sans Bitcoin, tu dois passer la frontière avec de l'or. De l'argent, du cash ou des montres. Il y a des gens qui font avec des montres. Mais les montres, à un moment, ça a une limite parce que tu ne peux pas sortir 30 millions en montres, c'est compliqué. Et même à un moment, tu ne vas pas sortir 5. À un moment, la douane va te dire putain, tu as 5 montres dans la valise, c'est bizarre. Ça peut devenir compliqué. Alors que là, tu sors avec une clé USB.
Il n'y a jamais eu un truc aussi pratique dans l'histoire. Le montant, c'est ça d'avoir quelque chose qui est nativement natif à Internet. Et du coup, tu es souverain, parce qu'il faut se dire aussi que les gens ne le savent peut-être pas pour la majorité, parce qu'ils n'ont pas ces problèmes-là, mais si tout ton cash / actif sont dans le système, entre guillemets, tu ne peux pas sortir quand tu veux, comme tu veux. C'est peut-être la faiblesse et la force aussi du Bitcoin, c'est que tu peux faire les mouvements que tu veux, mais d'un autre côté, si tu te trompes ou quelqu'un te les pique, il n'y a pas de réversibilité. C'est vrai que tu ne peux pas demander à quelqu'un de... Ouais, c'est un bon point. D'ailleurs, donc, pour résumer, il y a 3 caractéristiques, et du coup, je vais m'attarder sur une par rapport à ce qu'on dit. La première, c'est que Bitcoin vous permet à tout le monde d'avoir de la propriété privée. C'est-à-dire la vraie propriété privée. Comme ton or dans ta maison. Comme si tu avais un lingot d'or dans ton jardin. Ouais. Ou du Faut cash. Pas le cacher dans le jardin. Ou le cash sous le matelas. C'est le fameux cash sous le matelas. Le fameux cash sous le matelas. Pourquoi ? Parce que le Bitcoin, c'est lié à une information. Ce qui est la clé. On parle de clé qui vous donne accès à vos Bitcoins. Si vous possédez cette information-là, que vous savez c'est quoi, vous connaissez la clé de vos Bitcoins, vous êtes les seuls à le détenir réellement. Il y a quelqu'un qui peut essayer de vous extorquer ou quoi, sauf s'ils ont cette information-là. Vos bitcoins, ils restent à vous. C'est la clé. Donc la clé. Donc, après, la fameuse phrase de 12 à 24 mots. Ton argent, your key, your money, your keys. Ouais, à la base, c'était not your keys, not your coins. Donc si vous n'avez pas la clé, ce n'est pas vos Parce que la banque les possède finalement. Voilà, c'est ça, en gros, ça veut dire que quelqu'un a l'information et donc techniquement, c'est eux qui ont réellement les bitcoins. Donc c'est pour ça que le bitcoin, que vous décidez de les déléguer à une banque bitcoin, comme Bitstack, parce que du coup, c'est ça. Oui, c'est nous qui les contrôlons. Mais après, voilà, tu peux les sortir après. C'est pour ça que c'est régulé, etc., évidemment. Mais ce qui est important avec le Bitcoin, c'est que tu as toujours cette option de les retirer et d'en prendre possession absolue. Alors que va sortir 30 millions en cash d'une banque. Va dire à ton banquier, j'ai 30 millions finalement, aujourd'hui, je sens que je vous fais pas trop confiance, je vais tout sortir. ou même 50 000, je sais pas. Ça doit être on pose beaucoup de questions et c'est très compliqué. Pourquoi ? Et c'est un autre point, c'est qu'en fait, l'argent, les gens ne le savent pas forcément très bien, mais l'argent que vous avez sur votre banque, c'est pas un actif, c'est un passif. La banque a une créance envers vous. Il vous doit. En fait, vous dites, voilà, je te dépose 100 euros. C'est comme si tu fais un crédit à la banque. Tu fais un crédit à la banque. Tu gagnes pas d'argent en plus. Donc, notamment, la banque, au passage, s'enrichit sur ton argent. Oui. Ça, c'est quand même fou. Parce qu'ils ont compris qu'ils pouvaient le faire et qu'au final, personne n'allait dire quoi que ce soit. Donc, eux, ils en profitent pour gagner de l'argent sur votre argent. Et en plus, ils ont une créance vers vous. Et c'est pour ça qu'il y a toujours ce sujet de bank run si tout le monde décidait de retirer. Parce que les banques n'ont plus d'obligation d'avoir des actifs. Avant, il fallait avoir de l'or. Avant, en fait, face de chaque la monnaie à l'époque, c'était ça. La monnaie, c'était sur un papier, justement. C'est une créance vers mes pièces d'or ou mes jetons d'or. Donc, ça disait, un bout de papier, c'était valait un grammage en or. Ça te donne un droit de récupérer de l'or. Ouais. Une quantité d'or. Aujourd'hui, l'argent vaut lui-même seulement. Voilà. Et au fur et à mesure du temps, pour des raisons logistiques et autres, ils ont dit, et pour financer notamment des guerres et autres choses, ils ont vu la valeur ajoutée de créer de l'argent. Et donc, ils ont dit, tiens, maintenant, le papier, ça vaut plus que 10%. Enfin, l'or, c'est que 10% de la valeur papier. Et jusqu'à zéro. Aux accords de Bretton Woods. Voilà. Les années 70. Voilà. Notamment pour peut-être financer des guerres et autres, parce que c'était bien pratique de créer de l'argent et de stimuler l'économie. Donc, en illimité. En vrai, ils peuvent créer autant qu'ils veulent. En illimité, c'est ce qu'on voit depuis, ce qu'on parlait un peu plus tôt, la masse monétaire fait qu'augmenter. Donc, et pour ça, l'inflation, vos euros, il faut se poser ces questions-là. Pourquoi il y a de l'inflation ? Et c'est important. Et donc, le Bitcoin, au final, on revient sur le sujet. Et les deux autres caractéristiques clés, donc un, c'est la propriété privée. Vous êtes la personne qui possède réellement vos bitcoins et personne ne peut vous les prendre. Si vous ne donnez pas l'info, techniquement, personne ne vous les prend. Après, c'est à vous de voir si vous voulez vous mettre en conflit avec l'État ou avec quelqu'un. Mais en tout cas, techniquement et théoriquement, personne ne peut prendre vos bitcoins. Premier point. Deuxièmement, c'est que c'est la seule monnaie, numérique ou non, mais c'est la seule monnaie qui est incensurable. C'est-à-dire, si moi, je décide d'envoyer des bitcoins, personne ne peut bloquer. Personne ne peut dire quoi que ce soit. Aucune autorité. Ça va se passer à 100%. Ça, c'est important. Et souvent, c'est moins évident dans les pays développés comme en France parce que te faire un virement, Lydia, un virement SEPA, marche. Ça marche. Enfin, généralement. Et encore, il y a des gens qui commencent parfois, on bloque les comptes, machin. C'est vrai. Donc, c'est un peu chiant. Mais dans des pays, il y a un vrai sujet. Quand tu habites en Amérique latine, que tu envoies ta famille travailler aux US pour ramener de l'argent et que du coup tu dois aller chez Western Union et que Western Union dit vous êtes sympa, mais au passage en plus on vous prend 10% de frais. C'est hyper cher de tout l'argent que tu as gagné pour envoyer à ta famille. C'est du vol. Enfin, soyons honnêtes, c'est du vol. Aujourd'hui, il y a des gens en Amérique latine qui s'envoient de l'argent depuis l'Amérique. Et maintenant qui utilisent le Bitcoin. Ah ouais ? Ouais, bah oui, carrément, puisque c'est une façon de s'affranchir. Non seulement ça va arriver instantanément, mais en plus sans frais, enfin quasiment sans frais. Donc en fait, il y a même sans parler de spéculation, il y a une vraie disruption technologique. C'est-à-dire on a créé un vrai réseau de paiement. En fait, Bitcoin, c'est à la fois Electronic cash.
c'est Electronic Cash System. Ouais. C'est à la fois un réseau de paiement qui concurrence Visa et Mastercard. Donc c'est vraiment un réseau de paiement pour envoyer de l'argent. Il s'avère juste que ce réseau de paiement a sa propre monnaie native qui est le Bitcoin. Donc tu as Bitcoin, souvent on parle de B majuscule. Bitcoin, le protocole, c'est un réseau de paiement, Visa, Mastercard. Et pour que ce réseau de paiement fonctionne, il y a une émission d'une monnaie native à ce protocole qui est le Bitcoin. Oui. Et le Bitcoin, pourquoi il est intéressant? Parce qu'il est limité, 21 millions, politique monétaire où on sait qu'on passe de 0 à 21 millions avec cette fameuse émission des 50 Bitcoins toutes les 10 minutes divisé par 4. Divisé par 2 tous les 4 ans. Donc voilà, on arrive à 21 millions, donc c'est rare. Donc tout ça, voilà, donc c'est à la fois Bitcoin, c'est un réseau de paiement, et à la fois il y a un protocole monétaire et une monnaie native. Et donc ça, c'est le deuxième point, c'est que incensurable. Je peux faire du paiement, personne. Et le troisième point, c'est qu'il y a cette politique monétaire, justement, qui est limitée, et donc personne va dévaluer ton épargne. Et donc ton épargne, elle est protégée. Et c'est ces 3 points qui fait qu'en fait, c'est une révolution de paiement technologique, monétaire, d'idéologie aussi sur la propriété privée. Et encore une fois, on ferme la boucle. Pourquoi il y a 300 millions de personnes, on est passé de 0 à 300 millions de personnes qui ont compris que le Bitcoin, c'est un vrai sujet. C'est pas que de la spéculation, c'est que ça sauve la vie de plein de gens. Il y a des gens qui peuvent pas faire des transferts ou qui se faisaient voler de l'argent au passage. On parle les gens au Venezuela, c'est quand même pas drôle. Les gens au Liban, en Turquie. Liban, c'est très utilisé. Par exemple, moi, j'ai des amis libanais, pour le coup, parce qu'on souvent c'est lointain ces sujets. Ils ont eu de l'argent en dollars américains parce qu'ils étaient déjà ils ont eu un méga bank run et ils ont été gelés. La banque, elle leur a dit bah ciao. Ouais, peut-être que zoom sur ça parce que ça peut arriver dans n'importe quel pays. C'est fou quand même. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que quand tout le monde veut chercher son argent dans une banque, il y a pas de la liquidité pour tout le monde. Ouais. Et ce qui s'est passé au Liban, c'est que tout le monde a dit vas-y je sors, et la banque centrale a dit en fait on n'a pas tout, on a peut-être 10%. C'est ça. Et donc pour pas dire on a 10%, ils ont gelé. Donc ils ont dit, comme tu dis, ok, tu avais 100 000 dans ton compte courant, et ben en fait tu peux retirer que $100 par semaine. Au début c'était comme ça. Ouais. C'est ça, l'économie a commencé à être sous pression. Ça a été, si je dis pas n'importe quoi, je crois que c'est la lire libanaise, mais c'est ça, c'est la lire. C'est ça. Ouais. La lire libanaise a commencé à avoir de l'hyperinflation. Bon, pour plein de sujets, c'est un pays sensible, etc. Oui. Donc la lire libanaise commençait à perdre beaucoup en pouvoir d'achat. Donc il y a eu beaucoup de Libanais avaient beaucoup de demandes pour le dollar américain. Donc les gens qui commençaient à avoir un peu d'argent d'épargne, ils le plaçaient en dollars parce que leur américain. Monnaie pouvait se dévaluer plus vite que le dollar. Voilà, c'est ça. Oui. Et donc ça, c'est le premier point. Après, comme il y avait tellement de demandes sur le dollar américain, les banques ont dit oula, calmos pour retirer le dollar américain. Donc vous pouvez retirer que tant par semaine ou tant par mois. Mais sauf qu'il y a eu un jour, et moi je connais quelqu'un à qui c'est arrivé, enfin ses parents, peut-être ils avaient 100 000 dollars américains, jusqu'au jour où on a dit bah non, la banque elle ferme. La banque, tu te pointes, elle est fermée. Il y a eu des braquages en plus. Et il y a eu des Libanais qui sont pointés. Il y a une femme qui a fait un braquage. Ouais, qui a fait un braquage. Hein. Avec une arme en mode, disant vous me rendez mon argent. Ouais, parce que sa sœur avait besoin d'un traitement à 30 000. Elle était mourante. Et elle est arrivée en mode tu me donnes les 30 000 tout de suite. Ouais. Bon, c'est pour les petites anecdotes, mais c'est pour dire que ça arrive. Mais il y a des gens qui ont épargné tout leur gain, des entrepreneurs qui ont gagné des millions, qui ont épargné 15-10 millions, que j'ai entendu des vraies histoires, entièrement mis dans la banque. Ouais. Imagine, tu mets tout en épargne. Tout le monde le fait, c'est normal, on fait confiance aux banques. Et un jour, le bank run au Liban, personne ne peut sortir son argent. Ouais. Et le mec qui a 10 millions, comme le mec qui a 10 000, ils ne peuvent sortir que $200 par semaine. C'est terrible. C'est tout ce que tu peux faire, jusqu'à ce qu'un jour ça se règle, ça ne s'est pas réglé. Et le règlement de ça sera haircut, c'est-à-dire que tout le monde va perdre 90%. La banque, elle a une obligation légale, elle te rendra que 100 000 € en France, par exemple. Oui, et en absolu, là, tu parles. En valeur absolue. C'est-à-dire si demain la banque fait faillite. Mais bon, il y a un autre sujet. D'ailleurs, techniquement, c'est ce qu'ils te diraient. Eux, elles ne peuvent pas faire faillite. En fait, on a quand même, en France, on a très peu de banques. Contrairement aux États-Unis. Oui. Aux États-Unis, il y a des milliers de banques. Et elles sont moins risquées, les banques. Et du coup, comme on n'a que quelques banques qui sont très grosses, elles sont toutes considérées comme un risque systémique. C'est-à-dire que s'il y a une banque BPCE ou ça fait tomber tout le reste. Ça fait s'effondrer le système financier global. Mais elles sont moins exposées au risque, les banques françaises, que... Donc elles sont moins exposées au risque. Mais même, en fait c'est juste d'un point de vue théorique. Et même sans aller jusqu'au bank run, on parle de censure. C'est-à-dire, même peut-être qu'elle ne va pas faire faillite, mais si la banque décide demain... Si elle te blacklist. De te blacklister, ou dire, toi, je t'aime pas trop parce que tu dis des choses qui plaisent pas, ça arrive, ça aussi. Des gens, ils ont dit des choses sur YouTube et autres, voilà. Ça plaît pas, et ben tu te fais censurer dans ce monde. Donc Bitcoin, si tu dis des trucs sur YouTube, mets une partie en Bitcoin au cas où. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais c'est une idéologie, mais je pense qui est importante. Si on veut créer un monde où les gens sont vraiment propriétaires de leur argent et qui peuvent protéger leur argent, voilà, on tourne autour de tout ça, c'est important. On travaille dur pour cet argent. Et puis il faut que la monnaie elle soit saine. La monnaie, il ne faut pas qu'elle soit contrôlée, il faut qu'elle soit distribuée également. Il faut que les règles du jeu soient les mêmes pour tout le monde et pas qu'il y en ait qui s'enrichissent
par exemple, c'est un sujet qui touche le grand public, juste pour en parler, parce que ça touche vraiment le grand public. Les gens se plaignent beaucoup, et de plus en plus, et pour de bonnes raisons, qu'il y a un écart de plus en plus important entre les plus riches et les gens... Mais encore une fois, c'est peut-être lié au système financier. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe quand on imprime beaucoup d'argent ? Il y a plus les plus pauvres, en fait. En fait, c'est ce qui s'appelle l'effet Cantillon. J'invite tout le monde à regarder, c'est hyper intéressant. Qu'est-ce que l'effet Cantillon ? L'effet Cantillon, c'est que quand tu imprimes de l'argent, la vitesse à laquelle l'argent se propage dans l'économie, elle n'est pas, elle n'est pas homogène. Elle n'est pas homogène. Okay. Et donc, si toi, tu fais partie des derniers qui touchent l'économie, toi, tu tapes... Bon, on va expliquer, tu tapes juste l'inflation et en gros, du coup, tu n'as pas d'épargne, tu tapes juste l'inflation, ta vie, elle devient très difficile. En fait, ce qui se passe, tu tapes l'inflation, ça veut dire que tout devient très cher pour toi. Les prix augmentent. Avant, tu te payais un resto tous les mois, maintenant, voilà. Tu peux pas, etc. Okay. En fait, ce qui se passe, c'est quand on imprime beaucoup d'argent, l'argent, il se propage d'abord sur les actifs. Donc, c'est pour ça que tous les détenteurs d'actifs, ceux qui détiennent des actions... Ça part d'en haut, et ceux qui ont des actions, voilà. c'est à côté de la source. Ceux qui ont de l'immobilier, ceux qui ont des actions, etc. Ceux qui sont proches de la source, la valeur des actifs augmente puisqu'il y a plus d'argent. Et donc, toutes les valeurs des actifs peut-être, elle monte parce que le nombre d'actifs est limité. C'est qu'il y a 1000 actions Tesla, 1000 actions Microsoft, et le nombre d'actions... 1000 appartements à Paris, etc. Ouais. Donc, plus tu imprimes de l'argent... Pas 1000, mais on a compris. Ouais. C'est pour schématiser. Oui. Donc, la valeur de ces actifs augmente puisqu'on injecte plus d'argent sur ces actifs-là. Donc, la valeur... Donc, ceux qui détiennent les actifs, les riches, du coup, ils s'enrichissent. Par contre, toi, tu n'es pas celui qui détient des actifs. Tu es quelqu'un qui vit le mois par mois. Ou tu n'as que du cash. Tu as 5 000, 10 000 de cash de côté. Ou tu vis au mois. Ouais. Bah, toi, au moment où l'argent il se propage jusqu'à toi, finalement, c'est le prix des biens, donc l'immobilier qui monte, l'inflation sur tes courses, etc. Tout augmente. Tes vacances, et toi, tu n'avais pas d'actifs. Ouais. Toi, tu payes juste ces services, ces produits et ces services. Et donc, toi, tu n'as que l'aspect négatif. Ouais. Et c'est ça qui se passe. Et c'est à cause de la monnaie étatique, à donc cause du système financier. J'ai pas le chiffre, mais tu sais, c'est l'histoire des 10% des plus riches qui détiennent 90% des actifs. Oui, bien sûr. On sait que c'est concentré. Et c'est ça l'effet Cantillon. Et c'est un cercle vicieux puisque eux, ils s'enrichissent, ils achètent plus d'actifs. Ils s'enrichissent, il y a plus d'argent dans l'économie. D'ailleurs, c'est très drôle ce que tu dis parce que j'ai vu qu'il y a un Raoul Pal qui est un des mecs qui est devenu très très connu parce qu'il avait entre autres prédit 2008 à l'époque. Ouais. Pour la petite histoire, c'est un des juniors d'un pote à moi dans un hedge fund londonien. Et Raoul Pal a une théorie, c'est que le Bitcoin est corrélé à la liquidité. C'est que plus la liquidité est injectée sur le marché, donc plus on imprime des billets, c'est ça. Plus Bitcoin monte. Aujourd'hui, c'est depuis peu de temps. C'est complètement corrélé. Ouais. Et en fait, la question qu'on se pose à chaque fois quand on détient du Bitcoin, c'est est-ce que le gouvernement américain va imprimer cette année ? Trump avait dit non, moi j'arrête tes impressions. Et au final, il a fait le Big Beautiful Bill. Et le Big Beautiful Bill, c'est en fait, je vais massivement imprimer. Alors qu'à la base, son élection, c'était on va arrêter ces dépenses de son prédécesseur qui dépensait sur des fonctions d'État, etc., des fonctionnaires. Lui, il a dit j'arrête. Et au final, en fait, on est dans un cercle dans lequel on ne peut pas sortir d'impression monétaire. C'est un point de non-retour. Je pense que c'est un point de non-retour. C'est un point de non-retour et c'est pour ça que ça peut devenir alarmiste et ce n'est pas le but. Mais parce que le point de non-retour, on peut se dire que du coup, ça va devenir de pire en pire. La bulle, elle va devenir elle est déjà très grosse. Parce que le système financier, on ne se rend pas compte, tout repose là-dessus. Et le jour où il explose, c'est la fin du... c'est une expression, mais c'est un peu la fin du monde. Oui. Tel qu'on le connaît. Ouais, tel qu'on le connaît. Et le Bitcoin est un peu ça va faire très idéologique. Et voilà. Et encore une fois, le Bitcoin, c'est une, en tout cas, des solutions à ce problème-là, en tout cas d'un point de vue financier, c'est de dire, on peut reconstruire une économie avec une monnaie saine. Tu sais, dans tous les films de fin du monde, tu as le survivaliste qui a sa cave avec les boîtes de conserve, etc. Et c'est un peu le Bitcoin, c'est un peu un truc. À la base, c'était un truc de survivaliste à la base. Mais ou dit autrement, c'est plus le truc du souverain. En fait, c'est comme le livre de Sovereign Individual et tout ça. C'est qu'en fait, si tu veux être souverain, Bitcoin s'inscrit dans cette narrative-là. En fait, ce qui est dur avec le Bitcoin, c'est que la barrière à l'entrée, elle est très haute parce que il faut se former, il faut s'éduquer. Déjà, pour acheter des actions normales de boîte cotée, c'est une éducation qu'on n'a pas forcément en France et j'invite tout le monde à s'éduquer à max sur ça. On a fait des vidéos sur ça et tout le monde doit connaître ce sujet, même celui qui a très peu encore à investir, mais c'est pas grave. Il y a tout le compound effect dont on va parler. Mais Bitcoin, c'est encore un autre level parce que déjà, tu as la paranoïa de gens qui disent « je comprends pas, c'est une arnaque ». Satoshi, c'est qui ce mec ? En plus, ils vont dire « oui, mais les clés, machin, je vais les oublier, je les mets où, etc. » Il y en a qui disent qu'il faut savoir $100,000 pour acheter du Bitcoin. Ça paraît fou, mais c'est une question qu'on nous pose. Anthony, parce que comme il coûte 100 000, les gens disent c'est trop cher maintenant, parce que je dois avoir 100 000 pour acheter.
Alors que tu peux en acheter pour 10, 20 dollars, Tu peux 30 acheter dollars. pour un euro sur Bitstack, tu peux acheter pour 1 euro de Bitcoin, mais parce que tu peux acheter des fractions de Bitcoin, en fait. C'est ça que en fait, les gens ne savent pas forcément. Mais c'est pas facile, genre je dois avoir une application, faire un KYC, enfin je dois donner ma pièce d'identité, tu vois. Comment toi tu fais pour réduire cette barrière à l'entrée pour c'est vrai que tu disais dans l'introduction, nous justement notre objectif c'est de démocratiser, de le rendre accessible à tous. C'est ambitieux ça. Et c'est ambitieux et je pense, en tout cas je suis très fier de tout ce qu'on a fait parce qu'aujourd'hui, tu le disais, c'est plus de 200 000 Français, c'est plus de 200 millions d'euros, mine de rien, épargnés en Bitcoin par ces Français-là. Donc ça commence à faire pas mal d'argent. Et du coup, pour moi, je me dis de l'argent qui va être protégé, puisque justement, c'était tout le sujet de la conversation jusqu'à maintenant. Et en plus de ça, dans les statistiques et dans les sondages qu'on fait auprès de nos utilisateurs, presque 70% de nos clients sont des primo-accédants. C'est-à-dire ils nous disent que c'est la première fois qu'ils achètent du Bitcoin. Donc, grâce à Bitstack. Donc une vraie démocratisation. Donc voilà, une vraie démocratisation. On rend le Bitcoin accessible à tous. Donc c'est mission réussie dans ce point de vue-là. Alors comment on a fait maintenant ? Ça, c'est la partie intéressante. Ça a été plein de partis pris. Le premier, c'est on a une application 100% mobile. Donc déjà, au moins, on sait que c'est hyper simple d'utilisation. On a baissé complètement les barrières à l'entrée, c'est-à-dire on a dit on veut que les gens puissent épargner et investir à partir de 1 euro. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de minimum. Tu sais, un peu souvent en finance, on impose sur des produits financiers des minimums. Plus ou moins élevés. Et pour certains produits, ça peut être très élevé. Là, on a dit, OK, à partir de 1 euro, vous pouvez acheter déjà vos premiers fractions de Bitcoin. Ce qu'on appelle des Satoshi, pour la petite parenthèse. Donc des centimes de Bitcoin. Deuxième chose, c'est qu'on a voulu justement positionner le produit comme un produit d'épargne et pas d'investissement. Donc le but, quand les gens ils rentrent sur Bitstack, c'est pas de spéculer, c'est pas de dire vas-y, moi je mets 1000 euros et j'espère que le Bitcoin il fait x2 demain. Non, c'est de dire ok, si on est convaincu que le Bitcoin sur un horizon de temps long, il va augmenter pour toutes les raisons qu'on a énumérées. Dans ce cas-là, l'objectif, c'est de mettre de l'argent de côté et de s'exposer à cette performance haussière sur le long terme, tout en mitigeant le risque de la volatilité. Donc, c'est-à-dire que demain, s'il baisse, je ne veux pas que mon investissement, mon portefeuille, ils soient impactés. Et donc, comment on fait ça ? Il y a une stratégie qui existe qui s'appelle le dollar cost averaging. Les gens entendent parler du mot DCA. Et cette stratégie, elle existe dans les marchés traditionnels. Ce n'est pas quelque chose qui est propre au Bitcoin. C'est-à-dire quand vous investissez dans une action, pareil, le prix de l'action, elle peut varier de manière plus ou moins forte. Et donc, une façon de s'y exposer, c'est de dire au lieu de mettre 1000 euros d'un coup, je mets 10 euros toutes les semaines. Parce que si je mets 1000 euros d'un coup, peut-être que je suis rentré très haut à un prix très haut. Si tu es rentré trop haut, t'as merdé, entre guillemets. Enfin, t'as fait la mauvaise décision. Et donc, pour pas attendre qu'il soit au plus bas, parce que je risque d'attendre très longtemps pour qu'il soit au plus bas et il soit jamais au plus bas, je fais tous les X jours, toutes les semaines, etc. Et c'est une moyenne. Je rentre dans une moyenne. Et puis c'est surtout que les gens, ce que tu dis, ça s'appelle un peu chronométrer le marché. C'est-à-dire il faut savoir c'est quand le bon moment. Les gens disent c'est la question qu'on nous pose le plus. C'est quand le bon moment ? Il n'y a pas de bon moment et je ne le sais pas. Même moi, je ne le sais pas. Et c'est pour ça que la meilleure solution, c'est de faire cette stratégie. Moi, ce que je sais, c'est qu'il sera plus haut dans le temps. Maintenant, est-ce que là, il est au bon moment ? Est-ce que là, il va être plus bas demain ? J'en sais rien. Donc, en fait, tu rentres tout le temps. C'est-à-dire, tu mets 10 euros toutes les semaines. Parce que comme ça, s'il est trop... une semaine plus tard, il baisse, tu remets. Et s'il remonte, tu remets, tu remets. Et tu mets ça de manière programmée. Et donc, ça, c'est le DCA. Et c'est en fait ce qu'on a incorporé dans la solution de Bitstack à travers l'épargne récurrente. C'est-à-dire, quand tu t'inscris sur Bitstack, on ne te dit pas mais 1000 euros, on te dit combien tu veux mettre et à quelle fréquence. Donc, les gens, ils disent 10 euros par semaine. Donc là, ça dépend du pouvoir d'achat de tout le monde, enfin des moyens de tout le monde. Et c'est là où les gens peuvent mettre 1 euro tous les jours, 1 euro tous les mois, ils peuvent mettre 10 euros toutes les semaines ou ils peuvent mettre 1000 euros tous les jours. Voilà, tu configures comme tu le souhaites. Et après, l'application, elle fonctionne toute seule. Et tous les mois ou toutes les semaines, tes euros vont être convertis, tu vas être prélevé sur ta carte ou sur ton compte bancaire et ça va être converti en Bitcoin. Et tu vas te capitaliser une épargne en Bitcoin. Donc non seulement tu mets de l'argent de côté sans t'en rendre compte, puisque c'est automatique, mais en plus en Bitcoin, et donc tu vas bénéficier de cette hausse du Bitcoin dans le temps. Et il y a notamment une mécanique, alors ça c'est celle pour laquelle on a été connu, qui est celle de l'arrondi automatique. Donc la mécanique de l'arrondi, c'est quoi ? En France, moi j'aime bien donner ça parce que les gens connaissent beaucoup l'arrondi caritatif à la caisse. Oui. On va sur le TPE, à Galeries Lafayette, ou au BHV, ou même à Carrefour et autres. On vous dit, est-ce que vous voulez arrondir pour la Croix-Rouge ou pour quelque chose ? À l'euro supérieur. Donc vous avez 32,50 €. Est-ce que vous voulez arrondir à 33 € et mettre 50 centimes en donation ? On a repris cette mécanique-là. Et là, on vous dit, ces arrondis, vu que c'est quelque chose de indolore, ça vous... sur le moment, on se dit, on ne le voit pas passer, je ne le sens pas. Et en plus, mais on le vous fait pour capitaliser pour votre épargne. Et en Bitcoin en plus. Donc le Bitcoin, c'est compliqué. Non, là maintenant on l'a rendu simple. Non seulement on vous permet de le faire avec peu de risques, puisque vous mettez des petites sommes, sans effort,
et accessible à tous, puisque c'est à partir d'un Mmh. euro, et avec les arrondis, c'est même quelques centimes. Donc entre l'arrondi et l'épargne récurrente, on peut mettre l'un ou l'autre, ou les deux. Et ben les gens, en fait, se mettent à épargner sans s'en rendre compte en Bitcoin et accessible à tous. C'est-à-dire qu'en termes de frais, c'est suffisamment intéressant pour que je puisse acheter 1 euro de Bitcoin via l'arrondi, c'est même moins d'1 euro. Parce que je pense que sur les exchanges connus du public, c'est hyper cher d'acheter 1 euro de Bitcoin, non? Ouais, alors c'est pour ça que. Mais c'est pas que pour cette raison-là, mais en fait, d'un point de vue technique, on fait une cagnotte à la semaine. Ah, tu centralises. Voilà, donc en gros, dans l'application, vous allez pouvoir suivre vos plus 20 centimes, plus 35 centimes, etc. Ça, vous allez le suivre tous les jours. Par contre, ça va faire une cagnotte. C'est comme si vous mettiez sur un fond de tiroir. Et à la fin, on récupère le fond de tiroir et on vous convertit en Bitcoin. Et là, on vous prélève. Pas mal. Et ça fait, pour donner une idée aux gens, ça fait entre 10 et 15 euros d'arrondi par semaine. En moyenne sur un utilisateur. En moyenne sur un utilisateur. Ça fait quand même 40 à 60 euros par mois. Ça fait 650 euros par an. Ça, c'est sans rajouter l'épargne automatique. Ça, c'est vos arrondis. C'est votre petite monnaie. Et en plus, en Bitcoin. Stylé, ça. Hein, sachant que sur les 10 dernières années, le Bitcoin, il fait 60%. C'est le meilleur actif dans les 10 ans, non? C'est l'actif le plus performant des 10 dernières années. C'est en moyenne 60% par an. Donc, vos 650 euros, ils se transforment en, on va dire, allez, 1200 euros. C'est ouf. Et ça se rajoute, ça s'accumule. Et en plus de ça, vous pouvez faire l'épargne récurrente. Donc pour ceux qui veulent mettre un peu plus, pour doubler par exemple, pour ceux qui voilà. Et donc la plupart de nos utilisateurs, c'est exactement ça qu'ils font. Ils commencent avec l'arrondi. Pour ceux qui sont un peu frileux, les gens qui sont primo-accédants, ils se font la main avec ça. Ils disent bah tiens, je vais tester. J'ai pas envie de prendre trop de risques. J'ai pas envie de mettre trop d'argent. J'ai pas d'argent à mettre. Donc je mets ma petite monnaie. C'est très bien. Voilà, ils activent l'arrondi automatique. Tu peux connecter à n'importe quel compte bancaire, Société Générale, BNP. La banque postale, etc. N'importe quel compte, tu actives. Et après, chaque fois que tu vas payer avec ta carte, hop, ça fonctionne automatiquement. Et après, une fois qu'on est à l'aise, on rajoute. Et ben là, ok, le Bitcoin, c'est vraiment un actif sur lequel je veux épargner. Et donc là, maintenant, je veux mettre 10 euros par jour, 10 euros par semaine ou 100 euros par mois. Donc ça, voilà, c'est comment on a construit Bitstack. Et c'est comme ça qu'on a aidé autant de personnes aujourd'hui à accéder au Bitcoin et à cette classe d'actifs qui était plutôt... C'était la plus technique de tout. Plus technique, méconnue. Et en plus, avec cette optique où en fait, vous gérez rien. Tu sais, où tu parlais de la partie technique. Oui, c'est autopilote. C'est ça. C'est moi, je dis juste, je veux mettre tant d'argent, j'active l'arrondi. Et après, Bitstack s'occupe de tout. On vous prélève, on convertit, on conserve. Après, vous voulez retirer vos bitcoins, revendre, vous pouvez le faire quand vous voulez. Stacker, whatever. Voilà, c'est ça. Mais c'est très simple. Donc, pour ceux qui ne savent pas, ça marche avec des frais que la plateforme prend, mais qui sont centralisés. Donc, c'est des frais qui sont plus intéressants. C'est en pourcentage, du coup. C'est en pourcentage du montant. Donc, c'est 1,49%. Donc, on va dire 1,5. Juste pour être précis, c'est 1,49. Si j'achète par carte 100 euros de bitcoin, tu payes 1,49€ de frais. Ok. Et la différence, elle est investie réellement en Bitcoin. Donc on va retirer la partie possède frais, ces Bitcoins-là. Et après, tu vas convertir en Bitcoin. Et effectivement, c'est aussi important de noter que c'est dégressif. Donc, par exemple, à partir de 250 euros par mois d'épargne, tu passes déjà à 0,99. Donc, à 1%, à 99 centimes, on reprend 100 euros, tu vas payer que 99 centimes. Et après, il y a des paliers comme ça à franchir et tu peux aller jusqu'à 0,49%. Alors, si quelqu'un qui veut mettre 100 000 euros, tu vas évidemment pas payer 0,99, tu vas payer encore moins. Et ce qui est intéressant dans le Bitcoin, peu de gens le savent, même ceux qui ont des Bitcoins, c'est que tu peux emprunter en collatéralisant tes Bitcoins. C'est-à-dire que bientôt. C'est pas très démocratisé ça encore. Ouais, c'est pas très démocratisé encore, c'est un peu technique, mais il y a des plateformes suffisamment avancées aujourd'hui en DeFi, comme ils disent, Decentralized Finance, où tu mets, imaginons tu as un Bitcoin, t'es bien, tu as 100 000 $, tu le poses et tu as 70%, tu peux emprunter 70 000 $. C'est ce qu'on appelle le crédit lombard. C'est le crédit, exactement. Ouais. Donc en fait, une fois je parlais avec une banque pour dire qu'est-ce que je peux collatéraliser si je veux faire un crédit lombard. Et j'ai dit est-ce que je peux collatéraliser des bitcoins théoriquement. Ils m'ont dit non. Après je me suis dit mais j'ai pas besoin de vous. Tu peux le faire en automatique sans aucun. Il y a des plateformes qui permettent de le faire. Genre Maker, etc. Où tu le lock, la plateforme le lock, du coup elle le liquide au cas où le bitcoin tombe en valeur. C'est que si ça tombe trop à 60 000, ils vont le liquider, ils sont protégés eux. Mais c'est automatique, c'est en quelques clics. Enfin, l'écosystème autour du Bitcoin commence à être très très fourni en fait. Et pour ceux qui ne connaissent pas, les crédits lombards, c'est une forme de crédit intéressant. Tu rembourses in fine, c'est-à-dire que tu rembourses à la fin. Et donc tu paies que les intérêts pendant 5-7 ans. Et à la fin, tu vas payer le principal, donc le crédit. Et ça te permet de faire beaucoup de choses dans les 5-7 ans, notamment des investissements. Et à la fin, tu rembourses, mais tu gardes la plus-value pour toi. Alors qu'à la base, tu n'avais même pas cet argent de base, quoi. Ouais, souvent, c'est justement les gens qui ont... on parlait... Souvent, c'est un produit, encore une fois... De riches. Oui. Donc, on le parlait juste avant. Donc, imaginons qu'on est quelqu'un qui a un portefeuille d'actions, donc qui a investi dans des entreprises du CAC 40, voilà, pour faire simple. Oui. Il a 1 million d'euros investis dans le CAC 40.
bah, au lieu, il a besoin de vivre, il veut se faire plaisir, il veut s'acheter des choses. Au lieu de vendre des actions, au lieu de liquider des actions. Au lieu de vendre ses actions et son portefeuille, il veut les garder, c'est $1 million. Ça, les gens ne savent pas. Je fais un zoom sur ça. C'est que ceux qui ont une fortune ne l'ont jamais en cash. Ils ont un peu de cash pour fonctionner, mais mettons, quand tu possèdes 1 million, en général, tu possèdes 1 million en actions. Et immobilier à côté. Et donc, en fait, là, si tu veux financer un voyage un peu cher, ce que font les gens, c'est qu'ils vendent 10 000 euros d'actions pour acheter les billets, etc. Il se trouve qu'ils n'ont même pas besoin de vendre. C'est ça qui est ouf. Parce que, comme tu le dis... Ils ont accès au Crédit Lombard, notamment. C'est un des gros produits. C'est j'ai 1 million d'euros d'actions, je vais voir ma banque, je lui dis, vu que j'ai 1 million d'euros d'actions investies chez vous, via votre banque... C'est une garantie pour vous. C'est une garantie pour vous. Donc, vous savez que si vous me prêtez de l'argent, je vais le rembourser. Et au pire, si sinon, je servez-vous de mes actions. Voilà. Et donc, on émet de la dette. Ce qui, notamment, permet aussi d'avoir des avantages fiscaux. Voilà, c'est une des façons. Parce que si tu vends, le problème, c'est que tu as un plus-value. Tu payes la flat tax, qui est 30%. Donc, en fait, comme les gens ne veulent pas payer la flat tax et veulent continuer, c'est deux raisons. C'est je ne veux pas vendre pour pas être assujetti à je ne veux pas créer un événement imposable et donc assujetti à la flat tax et payer 30%. Et parce qu'il y aura de la plus-value que je vais rater aussi. Voilà. Et en plus, parce qu'il y a un upside, c'est-à-dire mes actions, elles continuent à prendre de la valeur. Donc, je ne veux pas les vendre. Donc, pour ces deux raisons-là, la mécanique la plus intéressante pour ces profils de personnes, c'est de faire un crédit Lombard. Et donc, généralement, la banque, elle peut, ça dépend de ton profil, mais tu peux même jusqu'à doubler ton argent. Tu peux faire des crédits Lombard. C'est sûr. Ça commence à être très risqué. Mais si voilà, t'es bon en investissement, tu peux doubler ton... Et donc, il y en a qui le font soit pour vivre, soit d'ailleurs, et c'est un peu ce que tu sous-entends, on peut aussi le faire pour investir double sa mise. Et gagner encore plus. C'est ce qu'on appelle un effet de levier. Et c'est vrai que tu peux le faire en Bitcoin. Et maintenant, on peut le faire en Bitcoin. Alors, c'est quelque chose qui commence à être de plus en plus démocratisé aux États-Unis, encore une fois. Ce qui, à mon avis, va commencer de plus en plus à se faire. Et effectivement, il y a des plateformes, peut-être comme Bitstack, un jour qui va le rendre plus grand public. Parce que c'est quoi la démarche? C'est les gens épargnent en Bitcoin. Je commence à avoir 5 000 euros de Bitcoin, 10 000 euros de Bitcoin. Mais je ne veux pas les vendre. Je ne veux pas les vendre parce que je ne veux pas la flat tax. Et deux, en plus, ils continuent à monter le Bitcoin. Donc, en fait, le crédit Lombard en Bitcoin peut devenir extrêmement intéressant. Et donc, c'est pour ça qu'on commence ça émerge tout juste. Parce qu'aussi, la loi vient de passer. Donc, c'est en France, par exemple, pour le faire. Donc, il y avait aussi un cadre, c'est toujours pareil, d'abord il faut qu'il y ait les textes de loi, les cadres réglementaires, et après il faut que les plateformes développent ces solutions-là. Et donc on va commencer à voir émerger. Et je pense que Bitcoin sera vu que c'est un actif un peu comme l'or, c'est schématique, même si c'est bien plus que l'or, on l'a expliqué, c'est un actif, un actif rare qui prend beaucoup de valeur, en fait on n'aura pas d'intérêt à le vendre. Il vaut mieux faire des crédits contre tes Bitcoins et ça va devenir un actif que tu collatéralises, que tu bloques. Et les maximalistes ne vendent jamais leur Bitcoin. C'est hold, c'est le fameux hodl. C'est le fameux hodl. Le hodl. Le hodl, je sais même plus d'où ça vient, mais tu connais le hodl? Le hodl, c'était que pendant une des premières crises du Bitcoin, donc le Bitcoin a baissé énormément, il y a un utilisateur, un détenteur du Bitcoin qui sur un forum a voulu dire hold. Et il s'est trompé, a dit hodl. Et du coup, c'est devenu un mème sur Internet. Voilà. Et donc, quand ça baisse sur Twitter, tu vois partout hold ou hodl pour celui qui veut faire la blague. En mode ne lâche pas tes Bitcoins. Et c'est vrai que si tu as des Bitcoins et tu veux vendre, le problème c'est que parfois tu as fait une énorme plus-value parce que tu l'as acheté peut-être à 10 000 et là il est à 100 000. Et donc en fait, un des mécanismes pour ne pas payer d'impôts dessus, c'est tu empruntes via ces interfaces automatiques, tu vis avec l'emprunt, tu le consommes. Et tu dois rembourser moins puisque ton Bitcoin vaut plus. Et tu vas rembourser moins, exactement. Ouais. Donc la seule crise, c'est que si ça baisse trop, en fait c'est vendu et tu n'as pas besoin de rembourser parce qu'ils auront vendu ton... Pour ça, il faut quand même le dire, un crédit Lombard sur le Bitcoin, c'est extrêmement risqué puisque il y a ce qu'on appelle les appels de marge, je t'ai expliqué. Si ton principal, donc tu mets 1 million d'euros de Bitcoin en collatéral, si le Bitcoin il vaut 2 fois moins, ça veut dire que ton collatéral il passe à 500 000. Il est liquidé. Et ta banque, elle peut dire, tiens, moi je t'avais imposé qu'il y ait tant de pourcentage de ton collatéral en emprunt. Et si c'est pas respecté, il commence à te forcer à vendre. Soit tu remets des bitcoins pour couvrir, soit ils vendent. Donc, mais si tu fais qu'une partie petite de ton bitcoin en emprunt, tu fais pas un levier énorme, tu fais que 10% de ton principal, ça va. Parce que ça va pas normalement te contracter à ce point-là. Exactement. Et pour les hodl stratégies, ce qui est fou, c'est que quand tu regardes la blockchain, ce qui est marrant, c'est que tu peux faire des analyses de ce registre-là pour voir qui vend et qui achète. Ouais. C'est dingue parce que il y a une énorme partie de la blockchain qui ne bouge jamais. C'est qu'il y a une énorme partie des bitcoins achetés dans l'histoire qui ne sont jamais vendus. Qui déjà sont jamais bougés. Ceux de Satoshi Nakamoto. Ce qui est fou, les gens disent c'est un mec qui a fait ça et s'est enrichi. Mais la plupart, je pense, toutes ces adresses où il a acheté n'ont jamais bougé. C'est qu'il les a jamais liquidées alors qu'il les a eu à zéro. Et qu'aujourd'hui, lui, il les a minés. Oui, il les a minés. Il les a minés, c'est-à-dire que... Il les a même pas, c'est même pas octroyé. D'ailleurs, c'est une des principales différences qui est pour moi extrêmement importante d'un point de vue idéologique entre le Bitcoin et les autres crypto-monnaies, c'est que le Bitcoin, ça a été une distribution, ce qu'on appelle ouverte. C'est-à-dire, on est parti de 0 Bitcoin. Ouais. Satoshi a dit dans le code, pour obtenir du Bitcoin, il va falloir les miner. Et donc,
vous échangez de la puissance de calcul qui sécurise le réseau pour en échange. Vous louez votre PC au réseau Bitcoin. Et vous donnez votre puissance de calcul. Et vous avez des frais pour vous. Vous êtes payé. Un sécurise le réseau et vous, on vous rémunère en créant des nouveaux bitcoins que vous récupérez. C'est un peu les notaires du réseau, quoi. Entre guillemets. Et lui, il a lancé ça. Et il faut savoir qu'il s'est passé un laps de temps entre lui qui dit vas-y, vous pouvez faire ça, et lui qui le fait. Mais en fait, il y a juste personne qui s'est mis à le faire. Donc lui, il a dit moi, j'allume mon PC. Donc lui, il a commencé à se prendre 50 bitcoins toutes les 10 minutes. Donc ce qui commence à faire beaucoup d'argent. Mais c'était zéro à l'époque. Mais ça valait zéro. Ouais. Donc une pizza, c'était 750 000 bitcoins. Ou 75 000, je sais pas. Mais donc il y a eu mais ça, c'est l'histoire d'après, la première transaction de tous les temps en bitcoin qui était deux boîtes de pizza pour 10 000 bitcoins. Donc ça fait très cher les 2 boîtes de pizza. Mais donc Satoshi, il commençait à miner. Et pendant des années après, il y a donc des gens qui se sont dit moi aussi, je veux miner pour avoir des bitcoins. Donc Al Finney, qui est un des deuxièmes, qui est d'ailleurs, je crois, le deuxième utilisateur de Bitcoin qui est mort de ALS, bon bref, c'est un autre sujet. Et voilà, donc les gens ont adopté de manière organique le Bitcoin. Et ça, c'est important, c'est-à-dire en fait, les règles du jeu, elles étaient là. Tout le monde pouvait y participer. Les gens se sont mis à participer, c'est un peu méritocratique, du coup les gens, ils en ont eu. Versus les autres crypto-monnaies, où les gens créent et font ce qu'on appelle du pré-minage. C'est-à-dire, en fait, dans le code, ils disent je crée 2 millions de jetons, de coins, et je m'en donne au passage une grosse partie. Aux développeurs, et c'est très différent. 10-15% à l'équipe. D'un point de vue idéologique, il faut se dire que le Bitcoin, c'est pur, quoi. C'est pur. C'est vrai. Le gars, il a fait un cadeau. Il y en a, pour ça, ils idolâtrent un peu Satoshi, parce que dans la manière dont ça a été conçu, c'est un peu une conception idyllique. Et qui a marché. Ouais. Et c'est ça qui fait que les gens posent beaucoup de questions. Mais qui empêche quelqu'un de refaire la même? C'est que personne peut reproduire cet événement. C'est fou. Il dit voilà, je propose Bitcoin. Je fais un papier blanc, un white paper, Bitcoin, peer-to-peer Electronic Cash System. Papier scientifique qui explique techniquement comment ça fonctionne, comment rouler le réseau. Personne roule le réseau entre 31 octobre 2008 à je crois que c'est janvier 2009 qu'il allume son PC, donc le réseau émerge. Et après, les gens, 2 utilisateurs, 3 utilisateurs, 4 utilisateurs, 10, 15, 300 millions d'utilisateurs. Et les gens, personne n'a forcé qui que ce soit à utiliser Bitcoin. Donc la monnaie étatique, c'est bien sympa, déjà on nous l'impose. Si demain on te dit choisir, bon je sais pas si on le choisit. En plus on prend des impôts, on te taxe et tout ça, donc il y a tous ces sujets-là. En plus on te dit les règles du jeu, c'est peut-être de 3 personnes qu'on n'a pas élues dans un coin de table qui vont décider. Donc il y a un côté très philosophique, idéologique, technologique, sur lequel il faut s'intéresser. Et Bitcoin, il y a une vraie révolution. C'est comme ça. C'est dans tous les sens du terme. Le but, c'était pas de spéculer sur Bitcoin à la base, c'était une révolution pour résoudre des vrais problèmes du quotidien des gens. Et voilà. Et de manière organique, il y a eu un effet de réseau. Et comme la monnaie, c'est un contrat social, de dire en fait pourquoi une monnaie fonctionne, c'est parce qu'il y a plein de gens qui l'utilisent. C'est le consensus autour de cette monnaie. C'est le consensus. C'est ce qui fait que demain, même si tu peux prendre le code de Bitcoin et faire Bitcoin 2.0, ça battra pas Bitcoin. Certains ont essayé de faire dans l'histoire. Et ce que d'ailleurs certains ont fait, ça a échoué à toutes les reprises. Parce que pourquoi aujourd'hui, moi, j'utilise pas le BAT thaïlandais? Parce que le BAT thaïlandais en France, personne l'utilise. Donc je vais pas l'utiliser Bitcoin 2.0 quand il y a 3 pélos qui l'utilisent. Moi, et qui n'a pas la même histoire et le même fondateur. Et c'est une raison pour laquelle peut-être qu'il a voulu rester anonyme d'ailleurs, c'était pour créer ce truc de neutralité totale où il n'y a pas le dieu du Bitcoin qu'on connaît tous mais que c'est neutre. Et c'est aussi pour ça qu'il s'est détaché du projet. Parce qu'il est peut-être même mort aujourd'hui, non? Et qu'il est peut-être mort. C'est pour ça que Satoshi était présent. Ce qui est quand même fou, c'est qu'il y a des gens qui ont parlé à Satoshi. Il était présent au lancement, il parlait. Ils ont parlé sur les forums. Sur les forums, que les gens peuvent aller lire. C'est hyper intéressant. Je recommande, alors pour ceux qui sont vraiment très curieux, mais vous pouvez aller sur Bitcoin Forum, je crois que c'est Bitcoin Forum Talk. On va rentrer dans l'histoire, ces messages. Et ces échanges. Ils sont déjà dans l'histoire. Et ils sont hyper intéressants parce qu'ils répondent à plein de questions que les gens se posent encore aujourd'hui. Pourquoi le Bitcoin? Pourquoi 21 millions de Bitcoin? Pourquoi ça marche comme ça, etc. Et Satoshi répond à ces questions. Et on est presque 20 ans plus tard, les gens posent encore les mêmes questions. Donc allez lire les réponses de Satoshi. C'est clair. Bon, pour la petite anecdote. En tout cas, c'est bientôt fini là l'enregistrement. On n'a pas eu le temps de parler de Bitcoin is the king. On n'a pas eu le temps de parler de shitcoin ou d'autres altcoins. Indirectement, mais oui. Altcoin, etc. Ou autres. Il y avait des cycles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu des cycles. Il y a eu les cycles NFT, etc. Mais Bitcoin est quand même king. Donc c'est pour ça qu'on avait voulu dédier cet épisode au Bitcoin. Et c'est vrai que je trouve fascinant l'histoire de Satoshi. Et je me dis comment ça se fait qu'il n'a pas été élu personnage de l'année sur Time Magazine. Tu sais, tout le temps, tu as la tête. Une fois, ils ont hésité à le faire. Il n'a jamais été élu. Alors que... Ou lui donner un prix Nobel.
Ou lui donner un prix Nobel, ouais. D'économie ou de je sais pas quoi. C'est ça que beaucoup de gens. Je pense qu'on verra un monde où un jour il aura un prix Nobel, même si on sait pas qui c'est. Mais bon, enfin, en tout cas, potentiellement. Ça mérite largement. Déjà, avec ce qu'il a réussi, même si Bitcoin s'effondre demain, déjà c'est un énorme miracle qu'il a fait. Quoi. Bon, après, il y a des conflits d'intérêts qui fait que peut-être ça arrivera jamais, puisque voilà, on l'a compris, il y a quand même des. C'est un monde parallèle, quoi. C'est un monde parallèle qui arrange et n'arrange pas certaines personnes, évidemment, et donc. Bitcoin n'est pas politique, mais Bitcoin est politisé, entre guillemets, par rapport... D'ailleurs, il a été interdit plein de fois dans plein de pays. Donc c'est pour ça qu'il y a des pays, parce qu'encore une fois, il y a des conflits d'intérêts. Ça sort du contrôle. Et c'est pour ça que la Banque Centrale Européenne est contre le Bitcoin, continue à un petit peu cracher dessus, pour pas dire plus, et d'ailleurs veut contrer le Bitcoin en créant sa propre monnaie numérique, sur lequel, très rapidement, j'alerte tout le monde. Malheureusement, j'aimerais bien que ça soit un beau projet, mais la réalité, c'est que quand la Banque Centrale va créer sa propre monnaie pour nous l'imposer, encore une fois, ça veut dire que la Banque Centrale aura un contrôle absolu sur votre argent. Elle va pouvoir dire, tiens, pour des raisons écologiques, maintenant, je ne veux pas que vous dépensez tant. Si on couple l'utilisation de la monnaie avec des politiques autour de l'écologie ou autour juste, votre argent, il ne peut pas être utilisé pour financer tel groupe ou tel groupe. En fait, c'est l'outil de censure absolu. Le blackout des gens complètement, bien sûr. Et ce qui est important, c'est pas de dire est-ce qu'ils vont le faire, ils vont pas le faire, c'est est-ce qu'ils peuvent le faire. Et à partir du moment où ils peuvent le faire, c'est un risque énorme pour la société. Et donc il faut être hyper alerté. C'est pour ça que je pense que c'est hyper intéressant. Aux États-Unis, ils ont pris une position complètement opposée. Et ça, on peut leur donner parce qu'ils sont très axés propriété privée, libertariens un petit peu. Et parce qu'ils veulent gagner la bataille du Bitcoin aussi. Ils veulent être présents sur l'actif du futur. Je pense qu'ils ont compris. C'est un enjeu de souveraineté. Il y a un enjeu d'électorat maintenant, puisque en fait, quand tu as autant de millions de personnes qui utilisent le Bitcoin, il vaut mieux être pro Bitcoin. Apparemment, c'est le plus gros lobby du monde là. Et potentiellement. Et je pense que c'est ce qui fait, je l'espère, entre guillemets, qu'on aura des politiques qui seront de plus en plus pro-Bitcoin, puisqu'au final, si tous les Français commencent à avoir du Bitcoin, on va vouloir qu'ils comprennent comment ça fonctionne. J'espère qu'ils vont commencer à se poser sur le sujet. Et peut-être un dernier mot parce qu'on a parlé beaucoup de pays occidentaux, mais les pays non occidentaux n'ont même pas accès à l'actif action cotée américaine, etc. Parce qu'il faut des KYC compliqués pour pouvoir entrer dans ce game. Il y en a qui sont même pas bancarisés, sans même parler d'actifs. C'est encore un autre exactement. sujet. Donc ceux qui sont bancarisés, ils ont que du cash. Et le seul moyen dans ces pays-là d'épargne, c'est de l'immobilier. Sauf que l'immobilier, c'est pas liquide. Tu peux te planter dans l'investissement, il peut y avoir des crises, etc. Et comme tu disais, pour épargner et sauver leur argent, ils mettent en fiat, mais européenne. Genre ils mettent en euros ou en dollars. Ce qui est déjà... pour les pays occidentaux, un risque quand tu mets dans... Mais eux, c'est moins risqué que leur monnaie. C'est ça, il y a plein de pays en Amérique latine, c'est un énorme sujet pour les pays d'Amérique latine. Parce que l'inflation c'est que les pays d'Amérique latine ne sont pas souverains parce qu'il y en a plein pour lesquels c'est même pas juste leur population, c'est eux en tant qu'État. Leur monnaie officielle, c'est le dollar américain. Oui, complètement. Voilà. Et là, le particulier latino-américain ou autre pays du Sud peut aller dans... Il y a même des points physiques au Liban, dans les villages, où c'est marqué Binance. Ouais, du coup, l'adoption de la crypto. Tu achètes en monnaie locale fiat, tu achètes des bitcoins et ils te les transfèrent. C'est incroyable. Ouais, la crypto, c'est un peu de la même manière qu'en Afrique, on a vu beaucoup l'adoption de la technologie mobile avant même d'autres technologies. Mobile payments. Le paiement mobile avant des technologies financières qu'on a pu avoir en Europe. Comme Visa, Mastercard. Comme Visa, Mastercard. Et en fait, la crypto, ça va être potentiellement la même chose. Il y a peut-être des gens qui vont être bancarisés via la crypto avant même d'avoir des comptes bancaires classiques. Voilà, donc c'est top. Merci beaucoup Alexandre, c'était fascinant. On aura certainement l'occasion de refaire un autre. Plaisir. On parlera des autres coins peut-être la prochaine. Ça marche. Merci Alexandre. Merci.